c'est important d'avoir des entrepreneurs autour. Moi, si tu as un programme d'accompagnement, puis je regarde autour, puis il n'y a pas d'entrepreneur, je suis sceptique. OK. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont fait la règle. What's up, folks? Bienvenue sur Ça se passe. Aujourd'hui, je jase avec Richard Chénier, directeur général chez Québec Tech, un organisme visant à augmenter le nombre de startups tech québécoises qui exportent à l'international avec succès. On parle aussi de l'ETS, du Santec, mais surtout des challenges économiques et culturels de nos startups Québ. Alright, on passe au show. Let's go! Pour ma ville, ouais, c'est quand je vois le bail qui se passe aux nouvelles. Je me dis qu'on n'est pas périssé de mon hiver, mais sans qu'on est posé. Richard Chénier, bienvenue sur Ça se passe. Hey, super. Merci, merci pour l'invitation, Frank. J'adore ton style. Écoute, commencer avec un compliment pour Frank, c'est tout le temps une bonne formule. Je te cacherai pas que j'avais le sourire fendu jusqu'aux oreilles quand t'as remarqué ma déco et même complimenté certains des albums. Donc, merci. Ben écoute, moi je suis un fan fini de musique. Moi j'ai 50 ans, je suis un vieux, là, mais mais tu sais, depuis que je suis jeune, j'écoute de la musique. Puis entre autres, mes deux premiers albums que j'ai eus en 6e année, là on parle de 86, je pense, de mémoire, c'est Raising Hell de Run DMC puis License to Ill de Beastie Boys en 6e année, en 86. C'est assez précurseur. Puis T'as-tu des cassettes, des CD à ce moment-là? J'ai tout eu. Ouais. Tu sais, puis là, on vient de finir l'année, mais moi, je fais toujours mon top 100 de l'année. Okay. Fait que là, jusqu'au 31 janvier, j'écoute de la musique de 2024. Et là, à partir du 1er février, là, j'écoute que de la musique de 2025. Ça, c'est sur ton MySpace ou... Ouais, à l'époque, j'ai eu un MySpace, effectivement. Je sais plus ce qui est arrivé avec cette plateforme-là. Mais ben oui, je suis un fan fini de musique, honnêtement. Ça, c'est mon gros hobby. Là. Je suis constamment en train d'écouter des nouveaux albums, des nouvelles tendances, tous les styles. J'adore ça. Très cool. Très, très, très cool. Juste side note, moi, mon premier album que j'ai acheté, c'était Rage Against the Machines, Battle for Los Angeles, un CD, je m'en rappelle encore. Ouais, très bon album. Ouais. Alright, fait que Richard, pour ceux qui peut-être te connaissent pas encore, veux-tu me faire un mini recap de ton parcours, ton CV en accéléré, basically? Ouais. En fait, moi, je suis un gars, j'ai été formé en psychosociologie puis en communication. Fait que j'ai un background très HR de ressources humaines. Okay. J'ai été pendant longtemps dans tout le domaine de la formation. En fait, ma première firme de formation que j'ai faite, j'avais 24 ans à peu près. OK, t'es jeune. Ouais, j'étais assez jeune. J'ai été récupéré par une grande firme assez tôt aussi de conseiller en management, OK. qui s'appelle toujours Cause. J'ai été là, donc j'ai commencé là à 28 ans après ma maîtrise et tout, pour former des gestionnaires. C'était quand même assez un peu particulier d'un gars qui se ramasse à 28 ans à conseiller, mais j'ai fait ça pendant plusieurs années. Fait que j'ai formé plus de 10 000 gestionnaires dans ma vie. Je suis toujours actif d'ailleurs à l'Institut de leadership en gestion. Nice. Ça m'a amené autour des années 2010-2011 à prendre en charge ETS Formation, qui était vraiment une... ETS Formation appartient à l'École de technologie supérieure, puis c'est un centre de formation continue. OK. Mais c'est un des plus gros au Québec. Okay. Donc, quand je suis arrivé, il y avait une quarantaine de formateurs, à peu près une soixantaine de formations. Quand je suis sorti, il y avait 120 formateurs, plus de 300 formations. On a beaucoup développé le chiffre d'affaires. C'est un des plus gros en milieu universitaire au Québec. Fait que c'était comme la business un peu de l'École de technologie supérieure. Puis de fil en aiguille, après ça, mais un accident de parcours a fait en sorte que je me suis ramassé au Santec à gérer un incubateur. J'ai fait ça pendant 8 ans. Puis maintenant, Québec Tech là, depuis septembre 2023. Puis ton titre chez Québec Tech, c'est directeur général, une affaire de même? Exactement, je suis directeur général tout à fait de chez Québec Tech. Merci de me le rappeler. non, c'est pour moi, être sûr que j'ai les bonnes informations. Non, tout à fait, c'est directeur général. C'était bon. Puis Québec Tech, mettons un elevator pitch de l'organisation? Oui, en fait, Québec Tech est comme une couche qu'on a. Québec Tech, en fait, existe depuis juillet 2024, pour être précis, même si je suis arrivé à Startup Montréal en septembre 2023. C'est ça. Ouais, c'est ça. Puis la vision de Québec Tech, en fait, c'était d'ajouter une couche qu'on retrouvait ailleurs. Elevator pitch sur Québec Tech, en gros, créer une marque de commerce forte du Québec technologique.
Ouais. Deuxième des choses, créer de l'intelligence d'affaires puis de l'intelligence collective pour qu'on soit meilleur collectivement. Ouais. Puis troisième pilier, c'est tout ce qui est la commercialisation. Autant au niveau local, donc comment on augmente le nombre d'entreprises québécoises qui adoptent des technologies québécoises pour augmenter le chiffre d'affaires au Québec, mais surtout l'international. Okay. Notre gros focus est vraiment sur l'international. Il faut qu'on augmente au Québec le nombre d'entreprises technologiques québécoises qui exportent. OK. Puis mettons que j'essaie de scoper la taille ou l'ampleur de l'organisation avec quelques chiffres, là, genre nombre d'employés ou de collaborateurs. C'est gros comment? Vous êtes où? Vous êtes distribué ou pas? Là, pour l'instant, parce qu'on a récupéré la coquille de Startup Montréal, fait qu'on est principalement à Montréal. On va éventuellement avoir des employés un peu partout au Québec, c'est l'objectif. Okay. On a une équipe de 16 personnes actuellement, mais on a beaucoup de collaborateurs. Un des mandats de Québec Tech, c'est de mobiliser les acteurs clés autour de nos objectifs. Et nos objectifs finaux, c'est comment on augmente le nombre d'entreprises technologiques québécoises qui exportent. Et particulièrement qui ont des croissances de leur chiffre d'affaires, qui rentrent en phase d'hypercroissance, scale-up là, pour le jargon start-up, parce que nos chiffres sont pas assez bons. Il faut qu'on s'améliore là-dessus. OK. Ouais. Puis, en termes d'acteurs clés que tu veux mobiliser autour de commercialiser plus de Québec, de tech du Québec à l'international, c'est genre les startups même, I guess, les investisseurs, ceux qui vont pouvoir mettre du cash là-dedans, certains fournisseurs de services ou experts qui peuvent aider à la commercialisation. C'est ça, les genres d'acteurs que tu veux attirer sur ton noyau? Genre? On a déjà attiré beaucoup d'acteurs. Un, il y a les acteurs qu'on va appeler les acteurs publics ou parapublics, qui donnent du financement du service de soutien, Affaires mondiales Canada, par exemple, Investissement Québec International, qui est un grand partenaire, EDC, plein d'autres, des MITAX, etc., parce qu'il y a beaucoup d'organismes subventionnaires qui peuvent aider. Mais il y a tellement de startups que des fois, où on met le focus. Fait que nous, ce qu'on essaie de récupérer, c'est d'identifier, c'est celles qui ont vraiment des forts potentiels de croissance ou d'internationalisation. Puis on dit à nos partenaires, mais venez nous aider. Puis ça va toucher aussi les investisseurs. Des fois, on va aider aussi les compagnies dans lesquelles les investisseurs, surtout en seed, pre-seed, dans lesquels ils ont investi, dire OK, on peut aider vos compagnies à accélérer le pas, tout le monde est gagnant. Il y a aussi des acteurs privés qui sont autour de nous, mais on fait attention parce que les acteurs privés, des fois, le nombre de consultants qui me contactent sur LinkedIn pour me proposer leur service, je suis plus capable. C'est comme, on a créé autour de l'entrepreneuriat une espèce de système. Je me demande des fois si on n'a pas nourri l'industrie de la consultation plutôt que d'aider nos entrepreneurs. Fait qu'on on a décidé d'avoir une approche par rapport à nos partenaires privés très ciblée. Okay. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'entreprise a de besoin, qui a cette expertise-là. Puis on s'est mis à côté de nous un réseau, un comité aviseur d'entrepreneurs qui nous aide aussi. Parce que, tu sais, on a beau avoir une équipe extraordinaire puis hyper motivée, mais on dit à nos startups d'aller voir leurs clients. Nous, nos clients, c'est des entreprises qui exportent. Fait qu'on est entouré de ces gens-là, on dit OK, qu'est-ce que vous pensez d'eux? Avez-vous quelqu'un dans votre réseau qui pourrait nous aider à faire ça, etc. Puis l'autre dimension aussi qu'on ajoute, c'est qu'on a commencé déjà à développer nos tentacules à l'international. Okay. Dans le fond, Québec Tech, c'est comme un super connecteur. Si tu veux, nous autres, c'est de dire, OK, on prend des gens talentueux, on les identifie le plus tôt possible parce qu'on pense que ça va être des futurs champions olympiques. On met en place toutes les dispositions pour accélérer l'accès à de l'expertise des ressources ici comme ailleurs. Okay. Puis des fois ailleurs, mais on a aussi des partenaires étrangers qui, eux, ont des réseaux. Fait que la relation de confiance que Québec Tech peut avoir avec un réseau étranger fait en sorte qu'on est capable de multiplier notre réseau par l'augmentation de ces relations-là, puis toujours au bénéfice des compagnies. Super. Je vais parquer l'international, puis on va y revenir, for sure. Mais je veux faire un bon détour par ton parcours à toi, puis connaître le personnage. Parlant de personnages, quand je stalkais un petit peu ton LinkedIn dans ma prep, j'ai émis une gageure dans ma tête que tu avais déjà travaillé dans un camp de jour. Fait que ma question, ma question c'est, as-tu déjà travaillé dans un camp de jour? Puis si oui, avais-tu un nom de moniteur, genre? Ouais. T'as effectivement ciblé la bonne affaire. Oui, je m'appelais Scoop.
Ouais, exactement. La raison pour laquelle je m'appelais Scoop à l'époque, c'est je gérais un programme avec des ados en communication. Fait qu'on faisait radio, journal, un peu de télé, etc. Fait que je m'appelais Scoop dans ce cadre-là. T'étais dans quel quartier, quelle ville? T'étais où, toi, quand t'étais kid, mettons? OK, moi je suis un gars d'Annecy à Montréal. Ouais. Donc, au camp de jour, c'était à Bois-de-Boulogne. C'est ça. Fait que t'as peut-être eu Loud, le rappeur, comme dans tes camps de jour, qui vient d'Annecy aussi. Ça se peut, j'ai aucune idée. Je savais pas qu'il avait fait des camps de jour, etc. J'ai aucune idée. Mais bon, tant mieux, j'ai peut-être eu. Loud et Scoop. Yeah. Alright, man, j'arrête de déraper. Dans le fond, un des gros chapitres de ta carrière, c'est l'ETS, l'École de technologie supérieure à Montréal. T'as fait plus de 8 ans là que t'as dit. Y a-tu, genre, on peut pas couvrir les 8 années, là, mais mettons, y a-tu des highlights, que ce soit des anecdotes ou des personnes, une histoire que tu veux me raconter à propos de ce chapitre? Ouais. Mais en fait, toute ma carrière, on va partir des camps de jour quand même, je vais revenir un peu là-dessus. Vas-y. Parce que ma première compagnie a été une compagnie de camps de jour qui existe toujours. Ah ouais? Ça s'appelle Formation Remue-Ménage. Okay. Fait qu'on avait créé en 98, je pense, de mémoire. On a créé une firme de formation puis de consultation pour former les animateurs de camp de jour. Oh ouais. Nice. Et ça existe toujours, c'est un peu partout. Fait que ça a été ma première aventure entrepreneuriale. Très cool. En sortant de mes études là-dessus. Ça m'a amené après ça à être récupéré par une firme conseil parce que j'avais... Malgré mon jeune âge, à 28 ans, je me suis ramassé dans une firme conseil. Puis là, j'en suis... quand je suis parti, j'étais vice-président de la firme conseil, qui est Cause, qui est toujours active aujourd'hui, qui formait en management. Puis je me suis ramassé parce que j'étais tanné de voyager, vie de consultant, là, tu voyages tout le temps, puis j'étais écœuré. Puis j'ai toujours 3 enfants qui sont rendus adultes, mais à l'époque, j'avais 3 jeunes enfants, fait que j'étais toujours parti. Fait que je cherchais à avoir un ancrage, fait que je suis arrivé à l'ETS pour gérer leur service de formation continue. Okay. Mais ma première anecdote par rapport à ça, je me souviens très bien de ma première journée. Moi, j'ai commencé genre en août 2011. Puis j'ai eu mon premier comité de direction élargi au début septembre. Quand je suis rentré dans la salle, j'ai fait comme « Holy shit, je viens de baisser la moyenne d'âge solide. » J'avais genre 35 ans, 36 ans. La moyenne d'âge était pas mal plus élevée. Okay. Du très bon monde. Et ce que j'ai appris au party de Noël, genre un peu plus tard ou un petit peu plus loin, genre 1 an après, c'est quand les gens m'ont vu, l'équipe, certains directeurs de cette époque-là, ils m'ont vu arriver, ils ont fait comme « Lui, il t'offre pas 6 mois, puis il avait pris des gageurs. » Oh! Ouais, et ça, c'était très drôle. J'en ai ri, là. C'était pas, il dit, lui, il t'offre pas, ça n'a pas d'allure. Mais, tu sais, en dedans de 1 an et demi, on a doublé le chiffre d'affaires. Okay. Fait qu'à un moment donné, on aurait fait comme, oh, OK, c'est qui ce gars-là? Parce que je clashais avec la structure. Je venais du monde privé. Puis là, je me ramassais à gérer une filiale de l'ETS, qui est une très belle université. Fait que c'est comme, OK, lui, il connaît pas la culture, il va mourir, mais au contraire, ça m'a permis de grandir dans une super institution. C'était qui tes clients en formation continue? C'est, mettons, des gens qui ont... des adultes qui retournent à l'école ou du monde qui veulent se surspécialiser? C'est surtout les gens de l'industrie. On avait tout un volet management puis gestion de projet qui était destiné principalement à des ingénieurs qui devenaient gestionnaires de première ligne, gestionnaires de deuxième ligne, qui n'avaient pas nécessairement été formés là-dessus. Puis on avait des formations aussi d'appoint au niveau plus technique, au niveau des TI, au niveau de la gestion de la qualité ou peu importe. T'sais. Donc, c'est un catalogue d'à peu près 300 formations. Hein. Mais mettons, tout ce monde-là, soit il y avait leur compagnie ou il était déjà bien placé dans une compagnie existante. Fait que le cash, il venait-tu des compagnies? Tu vendais-tu basically à des compagnies ou c'était vraiment des individus qui payaient? C'était principalement du B2B. Okay. Donc, des services de ressources humaines qui ont des obligations de formation continue, etc. Okay. C'est principalement là, la clientèle. Nice. Puis, qu'est-ce qui fait que... Parce que tu sembles avoir eu des beaux résultats, là, de la manière que tu parles en gérant cette filiale-là de l'ETS. Amène-moi au mouvement vers le Santec. Mettons, qu'est-ce qui génère ça? C'est l'arrivée de Pierre Dumouchel. Pierre Dumouchel est arrivé comme directeur général de l'ETS et dans ses éléments horizontaux ou fondamentaux, il souhaitait que l'ETS en fasse plus au niveau de l'entrepreneuriat et que ça devienne une des pierres angulaires de l'institution.
faut se rappeler aussi qu'à l'époque, quand Pierre Dumichel est arrivé, là, on a toujours eu des défis au Québec là, de créer plus d'entreprises, etc. Fait que, avec une école de génie, mais c'est un beau terreau de dire, OK, comment on peut faire en sorte que l'ETS génère plus d'entreprises? Dans son entourage, il n'y avait pas que moi, mais il y avait 2 autres personnes qui sont Luc Giguère et Pierre Laferrière, que je salue d'ailleurs. Il m'avait approché parce que j'étais un de ses directeurs les plus entrepreneuriales, parce que je gérais une filiale qui est un peu une business de l'école, pour dire, regarde, viens apporter ton 2 cents pour nous aider à faire ça. Tu connais l'institution, tu as un mindset entrepreneurial, fait que peut-être que ça va nous aider. Fait que j'ai hérité d'un poste de directeur de l'entrepreneuriat et de l'innovation qui était comme un side project là, à côté de ça. Et le Santec, mais faisait partie un peu de l'écosystème ou du périmètre de l'entrepreneuriat. Mais c'était sweet fuck all au début, là, le Santec. Là. Je veux dire, à ce moment-là, c'était-tu le building existait-tu, la marque existait-tu? Tu sais, c'est quoi Santec existait depuis 1996. Et souvent, les gens sont surpris. Là. Ils pensent que Santec est arrivé en même temps que moi ou à peu près. Mais le Santec était juste pour l'ETS au départ. OK. Il avait perdu la vitesse dans les dernières années. 96, là, c'est un vieil incubateur au Québec. Là. Il y avait le CEIM à l'époque, etc. On n'avait pas tant que ça. Okay. On n'était pas dans la bulle de 2015. C'est juste que dans la bulle de 2015-2016, parce que ce que je te raconte là, de l'entrepreneuriat, c'est en 2015, pour être très spécifique, que c'est arrivé. On voyait des incubateurs atterrir à tous les 2 semaines. Fund the Fuel était à fond la caisse. Tu avais District 3 qui était devenu un joueur majeur, etc., sans en compter d'autres. Là. Il y en avait des privés qui s'ouvraient des coins de rue, etc. Puis Santec était un vieux de la vieille, mais avait de la difficulté à s'adapter à la nouvelle réalité de marché. Okay. Tu sais, des fois, quand tu es pionnier puis que pendant longtemps, tu vis pas avec beaucoup de compétition, tu n'as pas tendance à te remettre en question énormément comme organisation. Surtout des fois dans un système universitaire qui a un rythme un cycle de vie plus, des fois un peu plus lent que d'autres organisations. Fait que Pierre, en mettant ça, il a dit, regarde, il faut redynamiser tout ça. Fait que je suis arrivé par accident au Santec. Parce que ma job, c'était de trouver un DG, puis j'ai échoué. Fait que fait qu'on n'arrivait pas à trouver quelqu'un pour récupérer la boîte. Puis je connaissais rien au monde des startups. Mais t'as pris le rôle. J'ai pris le rôle. Ça s'est passé dans une rencontre juste avant le party de Noël. Pierre et moi, on est dans son bureau. Je dis, écoute, Pierre, j'ai aucune idée. Je sais pas si on va trouver un DG pour récupérer le Santec. Parce que la marque avait été un peu plus ternie, puis ça faisait 1 an et demi que c'était en ballottement. Et ça va être plus facile de me remplacer où je suis à ETS Formation que de trouver un DG pour le Santec. J'ai dit, on va se donner 2 ans pour essayer de le repartir. Puis j'étais déjà bien entouré avec Luc Giguère puis Pierre Laferrière qui avait toute l'expertise. Regarde, je vais le gérer puis on va essayer de le relancer. Quand tu dis l'expertise, c'est qu'il y avait l'expérience en start-up, c'est déjà eux autres? Exactement. Il y avait des backgrounds un peu plus... moi, j'ai un background d'entrepreneuriat, mais dans le monde du service. Lancer une entreprise technologique, c'est pas les mêmes paramètres, c'est pas les mêmes balises. Là. Puis le Santec aujourd'hui, mettons, je vais essayer de le pitcher puis tu vas me dire si je me trompe. Le Santec, c'est un incubateur-accélérateur? Déjà, j'ai-tu raison? Ouais, c'est plus un incubateur qu'un accélérateur, pour être honnête. Même s'il y a un programme qui s'appelle l'accélération, mais c'était juste pour être dans l'air du temps, c'était purement marketing à l'époque. Bon. Mais c'est plus un incubateur. Puis c'est un incubateur qui va se concentrer sur augmenter les chances de succès des compagnies technologiques en deep tech, health tech. C'est tout? Non, mais c'est un petit... Hard tech, je sais pas comment le dire. Genre. Ouais, mais il y a tout ce que... Il y a une portion industrielle qui est assez forte, là, industrielle au sens large. Il y a une portion, effectivement, qui est à peu près le 30%, là, qui est tout ce qui est des sciences de la vie, là, mais surtout du medical devices et du digital health. C'est ça. On touche moins la molécule là-dessus. Puis après ça, mais il y a toutes les solutions digitales, numériques, un peu plus variées. Là. Mais qui a quand même un certain niveau de technologie. Là. On est... Santec est moins dans le low-tech et plus dans du middle high-tech que dans le low-tech. C'est bon. Nous autres, on agaçait tout le temps les co-founders de Douda. Douda, c'est la compagnie qui a acheté ma compagnie, Snipcart. Puis eux autres, c'est des Israéliens. Puis là-bas, dès que tu travailles en startup tech, ils disent qu'ils font du high-tech. Puis on leur disait, les gars, vous faites des sites web. Il n'y a rien de high-tech, c'est un CMS. Mais anyway, ça m'a fait penser à ça. Fait que dans ton passage
au Santec, clairement, tu as dû en voir de toutes les couleurs, mais y a-tu 2 ou 3, soit fondateurs, fondatrices ou startups qui t'ont comme marqué plus que d'autres? Ben, c'est sûr que toute la première génération de startups qu'on a eues, particulièrement 2016-2017, m'ont marqué plus que d'autres. OK. La raison, c'est... Nous, on partait de loin. Ma première journée, je me souviens encore, là, j'étais un 19 janvier ou un 16 janvier 2016. Ouais. Dans ma première journée, le Santec avait 4 employés. Ça faisait 1 an et demi qu'il y avait un directeur par intérim, pas de directeur. Fait que c'est une organisation qui avait été un peu... tout l'amour n'avait pas été donné. Là, première journée, dans les 4 employés, à la fin de ma première journée, le meilleur des 4 vient me voir et me dit « Écoute, Richard, j'ai rien de personnel, mais je quitte. J'attendais que tu arrives pour te le dire. » Il dit « By the way, je m'en vais dans le sous-sol. Je vais aller travailler avec Mécadémique dans une start-up qui était là. » Il y avait 15 startups, il fallu qu'on fasse du ménage parce que dans les 15 startups, il y en avait peut-être 3 qui avaient vraiment un réel potentiel. OK. Fait qu'on a éliminé 12 projets qui étaient comme un peu des tanguis là, dans l'incubateur. On a gardé 3, dont Mécadémique, justement, où la personne en question est allée, qui est une très belle entreprise aujourd'hui. Nice. Et c'est ça. Puis après, la nouvelle génération de startups qui est arrivée, mais là... On a réussi à créer quelque chose de magique. Tous ceux qui se souviennent des années 2016 à 2018 là, au Santec, là, c'était fantastique, surtout 2017-2018. Dans les marquants, j'ai un petit coup de cœur pour Solum, OK. qui sont 2 gars qui ont développé qui reproduisent le soleil à la perfection. Okay. Là, aujourd'hui, qui sont en pleine croissance de la lumière pour des serres. Mais au début, c'était de la lumière pour des œuvres d'art que finies dans des serres, etc. Avec un CEO que j'aime beaucoup, qui est Louis Brun, hyper pragmatique, hyper expérimenté. C'est sûr qu'il y a coup de cœur pour Jade et Puzzle Medical Devices, qui est une pompe cardiaque qui aujourd'hui vaut plusieurs dizaines, voire centaines de millions, qui est en train de sauver des vies, mais de travailler avec 3 jeunes geeks, Gabriel, François et Jade, qui développent une pompe cardiaque en plastique, en 3D, etc., puis disent on va sauver le monde, puis on va sauver X nombre de vies. Tu fais ouais, OK, that's cool. Puis là, que tu les vois après, aujourd'hui, tu sais, rendus où ils sont rendus, où ils sont dans des vrais patients en train de sauver des vies. Bref, des anecdotes comme ça, j'en ai plein. J'ai toujours du plaisir à voir les entrepreneurs de cette génération-là. J'ai souvent utilisé l'expression que ma mère disait et d'autres, qui est genre hey, on va relaxer tout le monde, là, on sauve pas des vies. Là. Fait que dans le cas de Puzzle Medical Devices, j'aurais pas pu utiliser cette expression-là, puis j'aurais angoissé en esti. Il faut que ça marche. Ben, j'ai toujours aimé, moi, les entrepreneurs, et toujours aujourd'hui d'ailleurs, ceux qui ont des projets bold. Tu sais, tu me réinventes une affaire pour te partager les tournevis dans le quartier, c'est cool, là, mais ça m'excite pas. Tu sais, moi, j'aime ça, des entrepreneurs qui osent puis qui s'attaquent à des gros problèmes puis que, tu sais, regarde, moi, je les trouve toutes plus brillants que moi. Moi, je regarde ça et je dis, mon Dieu, je n'aurais jamais eu l'intelligence de développer ce qu'ils ont réussi à faire. Fait que je suis tout le temps impressionné. Je le dis souvent sur des tribunes. Moi, je suis leur fan numéro 1. Je suis leur cheerleader. C'est comme... La réaction que j'ai, c'est quand je les vois, c'est OK, comment je peux t'aider à réussir ça? C'est ça qui me motive au quotidien. Nice. Puis là, qu'est-ce qui t'amène à Startup Montréal qui est devenu Québec Tech? Ouais. C'était comme une évolution naturelle de ça, de mon parcours. J'ai fait presque 8 ans complets au Santec. Puis je voyais beaucoup de défis par rapport à comment le Québec se situe par rapport à ce qui se fait ailleurs à l'international. OK. D'ailleurs, dès le jour 1, quand je suis arrivé au Santec, même si on était 3 employés après ma journée numéro 1, puis qu'on savait qu'on avait 3 startups, on avait toujours l'ambition, ceux qui étaient là dans l'équipe originale, de faire du Santec un des meilleurs incubateurs au monde. Fait que notre benchmark était, from day one, l'international. OK. Et quand j'ai quitté le Santec en 2023, mais Santec faisait partie des 10 meilleurs incubateurs universitaires au monde. Donc, on a réussi notre pari, même si on n'était pas là, mais toujours en se benchmarkant sur quelque chose de plus grand que nous. On ne voulait pas être le meilleur dans le quartier, on ne voulait pas être le meilleur au Québec, on voulait être le meilleur au monde. D'ailleurs, dans Urbania, en 2018, tu avais été reconnu parmi les 50 Québécois qui font l'extraordinaire. Puis la quote qui est là, c'est toujours « On s'en sac d'être les meilleurs à Montréal, on veut être les meilleurs au monde ».
Ça, c'est ma quote qui est là. C'est ça. Puis avec l'évolution du Santec, on a eu quand même un bon impact. Je dis pas qu'il n'y en a pas d'autres incubateurs qui ont fait des jobs extraordinaires, mais Santec est parti de loin. C'est comme s'il était donné dans le marathon pour arriver chef de file dans la course. Mais je continuais donc à regarder ce qui se passait à l'extérieur. Et je pense qu'on avait des problèmes structuraux. Là, quand on regarde comment la Suède s'est organisée, la France s'est organisée, le Portugal s'est organisé, le Netherlands s'est organisé, l'Alberta s'est organisé, l'Ontario s'est organisé. Tu parles de s'organiser d'un point de vue genre de notre écosystème de startup. Notre écosystème, il y avait des trous majeurs. C'est un des premiers trous, puis qu'on a commencé à travailler, puis ça aboutit à l'espace accès qui va ouvrir cette année bientôt. Il n'y avait pas de hub majeur de calibre international pour devenir un peu la plaque tournante de ce qui se fait bien au Québec. Physique, genre physique, une place. Des espaces physiques. Quand tu regardes, mettons, au Canada, en Alberta, à Calgary, tu as The Platform. En Ontario, tu as Communitech, tu as Mars, tu as Invest Ottawa, tu as Station F en France, tu as The Matrix aux Netherlands, etc. Tu fais le tour du monde, là, puis ils ont tous des espèces de... En France, ils appellent ça des lieux totems, là. Des lieux totems qui font en sorte que tu as une concentration d'innovateurs technologiques avec des services stratégiques. Puis ça fait en sorte que ce point d'ancrage-là, mais ça devient comme un peu un aimant qui attire tout le monde. Puis ça, on ne l'avait pas. Puis en travaillant là-dessus, mais là, je regardais aussi comment les autres ailleurs s'organisaient. Puis ils étaient beaucoup plus structurés. Les benchmarks qu'on avait tout le temps, c'est la Startup Nation d'Israël. Israël, c'est un pays de... Bon, là, c'est sûr qu'avec la situation du conflit, là, c'est un peu plus particulier depuis les deux dernières années, mais Israël ont toujours été réputés pour être un des bons écosystèmes dans le monde. Ouais. Fait que comment une population d'à peu près 8-9 millions d'habitants, à peu près comme le Québec, réussit à s'imposer dans le monde? Je peux te donner une couple d'idées. Oui, c'est ça. Mais il y a plein de raisons. Mais on regardait aussi la Suède. Ouais. Tu sais, la Suède, qui est par capita probablement un des meilleurs écosystèmes start-up en Europe. Okay. Fait qu'on regardait comment eux travaillaient. Il y a l'Estonie qui commence à m'intéresser aussi parce que l'Estonie sont tout petits, mais ils font des affaires extraordinaires. Là. Personne n'en parle, là, mais c'est comme des bons ratios. Même affaire avec le Netherlands. On regardait aussi beaucoup comment la France s'est positionnée dans le domaine techno avec la French Tech. Ouais. Fait qu'on regardait tout ça, puis on dit, il nous manque cet outil-là au Québec. Okay. Une espèce d'outil structurant qui nous permet d'avoir une meilleure vision stratégique de ce qu'on peut faire de mieux au Québec pour améliorer nos performances. Parce que nos stats, on va se le dire, là, il faut qu'on s'améliore, on n'est pas assez bon. À quel niveau, Richard? On n'est pas assez bon. On ne crée pas assez de startups. Okay. Quand on regarde le nombre de startups, si je fais juste comparer les provinces canadiennes, surtout les 4 principales, on est 22 % de la population, on crée à peu près 16-17 % des startups canadiennes, peut-être même un peu moins. Les chiffres que j'ai jouent toujours entre 15 et 17. Okay. Fait que ça veut dire qu'on est en bas de notre poids démographique par rapport à ce qui se passe ailleurs au niveau du Canada. Puis là, on parle de nombre, mais aussi d'investissement, de valorisation, etc. L'Ontario sont autour de 43 %, sont 38 % de la population plus 5. Puis quand on va au BC, mais ils sont 14 % de la population, ils sont à peu près à 19. Plus, on est encore là à plus 5. Puis l'Alberta qui pousse énormément depuis les 5 dernières années, mais ils sont juste un petit peu égal ou un petit peu au-dessus. Puis, ouais. Je sais juste pas si j'ouvre cette porte-là tout de suite, mais j'imagine que le timing est bon, fait que je vais le faire. Mais tu dis que notre poids on est au-dessus de notre... En dessous de notre poids démographique, mais c'est pas parce qu'il y a une force culturelle qui nous fait descendre. Ce que je veux dire, tu sais... Il y a des éléments sur lesquels il faut qu'on change notre façon de voir l'entrepreneur, surtout l'entrepreneur technologique au Québec. T'sais, oui, on est en dessous. Et c'est pas parce qu'on manque de talent. Par capita, le Québec a probablement, surtout dans des domaines de pointe de technologie, un des meilleurs talents au monde. Par capita.
par la qualité de nos universités, de nos institutions, nos centres de recherche, etc., en quantique, en intelligence artificielle. On n'a rien envie à personne. All right, folks. Petit shout-out à Coveo, employeur certifié, ça se passe. Coveo, c'est une plateforme d'intelligence artificielle pour entreprises à la fine pointe. Si vous voulez une solide carrière dans un scale-up d'ici qui sert des clients comme Salesforce, Xero, check them out sur saspace.com/partenaire avec un S, puis checkez notre job board pour voir tous les postes ouverts. OK? Back au pod. Fait que c'est des exemples ou c'est de l'aspiration, de l'ambition qui manque? Ben, c'est la portion commercialisation. On n'a pas une culture de commercialisation. On n'a pas une... Tu sais, je dis pas qu'il y en a pas qui en ont. Il y en a, mais au volume, au nombre, on n'en a pas assez. Ouais. Fait qu'il faut en générer plus là-dessus. Puis je pense que c'est ça qui fait en sorte qu'à un moment donné, on a toujours eu comme dualité... que, ben, tu sais, mettons que tu découvres quelque chose dans une université puis que tu veux la transférer au marché. On a encore des réflexes de genre, le maudit monde capitaliste encore, on va mettre ça, tu sais, la bonne foi là, de genre, non, je veux pas que mes découvertes servent à quelque chose, mais finalement, il y a quelqu'un qui prend tes licences puis qui réussissent qui vont créer de la valeur commerciale. Nous, il faut qu'on commence à convertir notre savoir-faire en valeur économique. Puis les technologies prennent beaucoup de place. Puis pourquoi on s'intéresse surtout aux tech? Parce que quand on a transité de Québec Tech à Startup Montréal, l'inverse, de Startup Montréal à Québec Tech, on voulait éliminer le mot startup parce qu'il est rendu pas mal galvaudé. Une startup, là, tout le monde l'utilise. C'est devenu synonyme de démarrage d'entreprise. Puis on voulait mettre surtout le focus sur la tech. Pourquoi? Parce qu'en termes de productivité, et le Canada a des problèmes de productivité, on est les cancres de l'OCDE. En productivité. Qu'est-ce que ça veut dire l'OCDE déjà? L'OCDE, c'est l'organisme international de... C'est quoi déjà l'acronyme? Écoute, je me souviens plus. On le mettra dans les show notes. On le mettra, mais exactement. Là, c'est un peu l'équivalent de l'OTAN, mais pour l'économie, etc. Là, il y a en tout cas, 38 on pays. est le cancre de ça. Oui, exactement. Écoute, j'ai un blanc de mémoire sur l'acronyme. Mais bref, c'est quand même un bon benchmark international. Tout le monde se base beaucoup sur l'OCDE. Mais tout ça pour dire que le Canada est avant-dernier en termes de croissance de sa productivité. C'est qui le dernier? Italie qui est là, puis même... puis l'OCDE prévoit que si le Canada ne change rien dans les 4 prochaines décennies, le Canada va être les derniers des pays de l'OCDE en termes de productivité. Puis quand tu regardes la productivité, il y a 2 choses. Il y a l'amélioration de ce qu'on fait, comment on le produit. Donc, tu sais, puis souvent, la productivité, on dit souvent, c'est de faire plus avec moins, mais moi, c'est faire plus avec mieux. C'est plus intéressant à regarder de cet angle-là. Okay. Fait que comment on peut automatiser, comment on peut éliminer des tâches inutiles, etc. C'est ça qui va nous permettre d'améliorer notre productivité dans ce qu'on fait. Mais il y a aussi la création de nos entreprises technologiques. Par heure, travailler une entreprise normale, c'est autour de mettons, 53-54 $ de l'heure, plus ou moins 4 piastres. Je pense qu'au Canada, on est à 51 $ moyen par heure travaillée. Je comprends rien ce que ça veut dire, ça. OK. Quand tu travailles, qu'est-ce que tu vas générer en termes de valeur économique? La valeur moyenne des heures travaillées génère combien en termes d'impact économique? OK. Fait qu'une entreprise traditionnelle, normale ou moyen au Canada, on est autour de 51-52 $ à peu près. C'est bon. Puis le Québec est derrière le Canada en moyenne. OK. Quand tu mets au monde une entreprise technologique, de là toute l'importance des techs, c'est que généralement, une entreprise technologique par heure travaillée va générer plus de 80 $ de l'heure par heure travaillée. Donc, si on veut améliorer notre productivité, on ne peut pas juste dire à nos entreprises existantes d'améliorer leur productivité parce qu'elles doivent le faire, mais il faut aussi qu'on crée un secteur technologique plus fort. Ça passera pas juste par les boulangeries. Exactement. Tu sais, c'est le fun, une boulangerie, j'adore ça. Moi, j'adore le pain. Mais c'est pas. Mais c'est pas ça qui va faire bouger l'aiguille. Ouais. Moi, j'espère que nos prochains couche-tard, mais ça va être des entreprises tech. Il faut que ça soit des entreprises tech. Oui, parce qu'il y a une asymétrie entre le input et l'output en tech. C'est-à-dire que tu peux faire plus avec du code puis des pixels, basically. Tu peux générer plus de valeur économique avec moins de ressources. Exactement. Fait que c'est pour ça toute l'importance du secteur des tech. Puis pourquoi vous avez... moi, étant un gars qui vient de Québec, je suis à Montréal chaque mois. J'adore Montréal. Il y a des affaires que j'aime moins, mais je pense pas que je vais parler de ça sur le podcast. Mais non, blague à part, j'adore Montréal. Je suis là une fois par mois, mais tu sais, Snipcart, on l'a buildé à Québec. Ouais.
Je pense à Coveo, qui est une fucking licorne. Ça a été buildé à Québec. Tout à fait. Fait que genre, force est d'admettre que des fois, tu sais, Québec, on s'est comme senti un peu genre, OK, ouais, non, on n'est pas assez cool, ou genre, on n'est pas assez gros, ou genre, c'est à Montréal que ça se passe. Puis maintenant que j'ai lancé Ça se passe, je le comprends, mettons, l'intensité ou la concentration, disons, de capital, de talent, de réseau à Montréal. C'est pour ça que je suis tout le temps ici. Mais vous avez droppé le Montréal, puis vous avez dit, OK, on scope à la province, mettons. Pourquoi? Ça aurait-tu, mettons, j'essaie d'être contrarien ou avocat du diable, ça aurait-tu été mieux de vous concentrer juste sur Montréal, vu qu'il y a déjà une concentration, mettons, de potentiel plus forte là? Ou? OK, je vais répondre à cette question-là, mais il y a plusieurs layers dans ce que tu mentionnes. Ouais, j'étais un gars multilayer pour moi. Je t'adore, Frank. Donc, OK. Quand on regarde les stats, mettons, OK, statistiquement parlant, bon, première nouvelle, Québec et l'Estrie sont les deux régions qui ont eu la plus forte croissance dans les dernières années au niveau de la valorisation de leur secteur tech. Fait que Québec fait une super bonne job, l'Estrie fait une super bonne job. Là, on voit atterrir autour de toute la microélectronique à Bromont, tout ce qui se passe autour de l'Institut quantique à Sherbrooke, etc. Fait que Québec et Sherbrooke évoluent très, très bien, se sont beaucoup structurés dans les 5-10 dernières années. Puis il y a des belles compagnies aussi qui sont dans ces régions-là. L'autre élément aussi, c'est que j'étais au Saguenay il y a un mois à peu près. Au Saguenay, j'ai rencontré des entrepreneurs tech que j'avais jamais vus dans mon radar. J'ai comme holy shit. Il y a comme une belle scène technologique dans des petits, dans des marchés un peu plus petits. Ils sont pas en grand volume, mais elles sont là, ces entreprises-là, puis ils ont autant de capacité de devenir des joueurs de calibre international. Fait que comment on fait pour les capter? Mais on sait que les volumes viendront pas de là. Parce que la réalité, quand on regarde les stats, c'est 74% des startups sont sur l'île de Montréal. Et là, j'ajoute même pas Laval et Longueuil. Si j'ajoute Laval et Longueuil ou à la Rive-Sud, je tombe à 85% à peu près. Si j'ajoute Québec, là, je tombe à peu près à 95%, 94%. Ça devient... Puis après ça, j'ajoute Sherbrooke. Fait que 98% de l'écosystème startup du Québec est concentré autour de Montréal, principalement le poumon, Sherbrooke et Québec. Et après ça, on retrouve à peu près 2 à 4% dans les différentes régions. J'ai une question un peu basic. Puis tu me diras si je devrais l'adresser à, mettons, un organisme un peu plus méta comme Québec Tech ou plutôt aux organismes genre accélérateurs, incubateurs de ce monde, mais pourquoi à la base on a besoin d'aider les entrepreneurs? Je sais que ça peut sonner noob comme question, mais il y a une partie de moi qui se dit, puis c'est peut-être genre un biais personnel de genre, nous, on n'a jamais passé par des accélérateurs, incubateurs avec notre startup. On a eu de la chance, mais on était talentueux, puis on a réussi à faire un petit coup de circuit, mettons. Fait que genre, je me dis, pourquoi c'est nécessaire d'avoir cette espèce de structure englobante, encadrante, là? Ouais, il y a deux facettes à ce que tu dis, parce qu'à la fois, on se nuit, puis à la fois, on s'aide. OK, ben parle-moi. On s'est parlé un peu avant. Je suis pas réputé pour toujours pour avoir la langue de bois par rapport à ce qui est là. Puis à un moment donné, il faut faire aussi nos examens de conscience. Bon, pourquoi on a besoin de ces organismes d'aide-là? Souvent, c'est pour accélérer, dans le fond, l'atteinte d'objectifs. Puis de faire en sorte que ces entrepreneurs-là, souvent, surtout des first-timers entrepreneurs, mais à un moment donné, d'accélérer leur rythme de développement en apprenant des autres, puis des expériences, puis des moyens de faire, parce que tu as tout à apprendre sur le tas. Puis une entreprise technologique, le rythme d'évolution est quand même assez important, parce que tu peux manquer ta fenêtre d'opportunité pour des questions de risque. Il y en a qui vont trop vite, puis ils se brûlent, puis il y en a qui vont pas assez vite, fait qu'ils ont une belle opportunité de marcher, puis finalement, la gate est passée, puis ils ont juste manqué de vitesse, puis se sont fait dépasser. Fair, fait qu'il y a comme un argument pour la vitesse, mettons. Oui, il y a un argument pour la vitesse. Puis d'aller chercher de l'expertise de gens qui l'ont fait pour créer une espèce d'effet boule de neige. Dans le Silicon Valley, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont réussi, qui viennent en aider d'autres, etc. Puis c'est un espèce de système. Sauf que c'est pas 100% des entrepreneurs qui ont besoin de passer par ces réseaux-là. Moi, j'estime à peu près que 40% des startups tech québécoises passent pas dans le réseau.
Dans le réseau d'accompagnement, etc. Par contre, celle qui passe, mais souvent, je sais pas, moi, tu es un PhD d'université, tu as développé quelque chose d'intéressant. Comment je lance une compagnie? Mais OK, je vais aller chercher du monde qui va me permettre de faire mes classes rapidement. Puis il y a différentes phases aussi. Là. Hier, j'étais avec une entrepreneur, là, j'avais un événement, puis l'entrepreneur me disait « Hey, là, je suis rendu à telle phase de développement, j'ai besoin de monde pour m'aider à comprendre telle affaire. Fait que c'est là où les organismes d'accompagnement, à un moment donné, deviennent des espèces de ressources pour permettre d'aller chercher de l'expertise que tu n'as pas in-house ou de la science infuse que tu n'as pas. Mais moi, dans tout ce que tu as dit par le passé, puis là, on dirait que l'affaire qui m'allume le plus, c'est la notion de friction ou de cohabitation entre des fondateurs qui sont à différents stages. L'espèce de l'effervescence de genre quand tu te frottes les coudes avec d'autres mondes qui sont en train de vivre des défis ou qui ont vécu les mêmes défis, tout le monde se tire par le haut, puis tout le monde s'inspire, puis il y en a qui peuvent acheter les produits de l'autre ou genre tester les produits de l'autre, etc., etc. Puis sur un pod j'écoute How I Write de David Perell un petit peu, puis il y avait Kevin Kelly de... C'est Wired? Kevin Kelly? En tout cas, qui parlait du concept de Scenius. Fait que c'est pas Genius qui est très isolé puis très solo, c'est Scenius. Fait qu'une scène, où est-ce que dans cette scène-là, tu l'as eu beaucoup, mettons, dans genre le punk rock en Britain dans des années. Il y a comme une intelligence puis une effervescence collective qui se crée où tout le monde se tire par le haut. Comme Montréal en 2005, qui était la plaque tournante de la musique dans le monde en 2005. Mettons, comme Montréal en 2005. Parce que moi, en 2005, j'avais 15 ans, man, puis j'étais à Valcartier. Fait que ça, là, ça me parle, genre, ça résonne vraiment fort avec moi parce que moi aussi, mettons, dans mon expérience personnelle, les fois que j'ai eu des plateaux ou des gros doutes, c'est d'autres entrepreneurs ou d'autres professionnels, mettons, en marketing qui m'ont tiré par le haut. Fait que quand tu parlais de l'axe C, du lieu que vous êtes en train comme de builder, puis je sais pas, il est rendu où, tu me diras après. Puis moi, l'idée d'avoir un lieu rempli de ce genre de monde-là, qui ont vécu ce genre d'aventure-là, puis qui sont en train de les vivre, ça m'appelle, ça m'interpelle. Mais après ça, comment tu t'assures que c'est ce genre de monde-là qui est dans cette... Et c'est là qu'on vient de l'autre côté de la médaille. Voilà. Parce qu'à un moment donné, il y a du suraccompagnement. Puis je suis pas sûr que c'est toujours pertinent. Il y a d'ailleurs des théories qui commencent à parler dans le monde de l'entrepreneuriat du coaching fatigue. Oh shit, okay. À force de te faire coacher à un moment donné puis te faire pivoter, etc., tu sais plus où tu t'en vas. Ton brain est comme en train. Puis, ce qui est le plus important, je pense, quand on veut faire de l'accompagnement ou soutenir, c'est important d'avoir des entrepreneurs autour. Moi, si tu as un programme d'accompagnement, puis je regarde autour, puis il n'y a pas d'entrepreneur, je suis sceptique. Okay. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont fait la raide. Moi, j'ai été entrepreneur, mais j'ai même pas la prétention de dire que je vais aider un entrepreneur tech. Moi, la plus grande force que j'ai eue, je pense, c'est d'aller chercher des gens qui l'ont fait pour entourer nos entrepreneurs. Moi, ma job, c'était pas dans le conseil direct. Ouais. Moi, c'est beaucoup plus. Puis Québec Tech, on est en train de le construire comme ça aussi, de dire, OK, qu'est-ce que nos entrepreneurs ont besoin? Comment on peut créer un environnement qui va faire en sorte que nos entrepreneurs vont avoir accès aux bonnes personnes, aux bonnes ressources, au bon temps pour pouvoir évoluer. Puis cette notion-là de collectivité d'entrepreneurs, etc., mais elle est hyper importante parce que c'est là le bagage d'expérience, c'est dans celles et ceux qui le font, qui disent, moi, je l'ai fait, puis by the way, j'ai pris ce chemin-là, puis c'était pas le bon chemin, fait que fais-les pas. Ce chemin-là, je te recommande peut-être plus celui-là. La beauté, quand j'étais au Centex, surtout les premières années avant COVID, parce qu'il y avait une effervescence extraordinaire, là, je pense que c'est revenu, mais tous les entrepreneurs n'avaient pas le choix d'être sur place. Au 400 Montfort, là, qui est une rue à Montréal, dans un pas très connu, l'effervescence qu'il y avait là, c'était incroyable. Puis les entrepreneurs qui s'entraidaient à ouvrir des portes de clients, etc., et puis à comprendre comment remplir tel formulaire, c'était génial. Fait qu'on n'avait pas tellement... On faisait des choses pour encadrer tout ça, mais il y avait quelque chose de naturel, de grassroots, qui était là, puis qui se faisait, puis qui était entrepreneur entre eux, puis etc., puis... Tu sais, comme entrepreneur, tu n'as pas besoin d'être poussé. Si tu as besoin de te pousser comme entrepreneur, tu n'en es pas un entrepreneur.
Fait qu'à un moment donné, là, il faut se dire la vraie vie. Là, fait qu'à un moment donné, l'idée de faire un programme d'accompagnement, c'est pas de te pousser, de te tenir par la main. À un moment donné, tu devrais te pousser toi-même. Là, maintenant, si tu as la drive de te pousser, regarde, si tu pousses dans le mauvais sens trop fort, à un moment donné, tu vas te brûler. Fait qu'il faut qu'on mette du monde autour pour dire on va canaliser ton énergie aux bons endroits. On peut pas la créer, cette énergie-là. Exactement. Puis, tu sais, j'ai entendu des histoires similaires là, de cette effervescence-là par rapport à Notman, mettons, qui était un lieu culte à Montréal, puis tout ça. Puis moi, j'ai comme pas chillé vraiment là. J'ai loué des bureaux une couple de fois avant que ça ferme, mettons, mais tu sais, j'ai comme pas fait partie de ce noyau-là. Mais chose certaine, c'est que t'as dit, il y a des, je sais plus quelle adresse t'as dit, là, mais whatever. Il y avait des entrepreneurs qui chillaient entre eux, tu sais, puis tu voyais que ça s'entraidait, puis que ça se tirait par là haut, puis tout ça. Puis on n'avait pas grand-chose à faire pour que cette entraide-là arrive, mettons. Puis récemment, parce qu'en janvier, je lance une communauté privée pour fondateurs SaaS sur invitation. Puis comme mon but, c'est de cibler ceux qui ont le plus haut potentiel de faire des coups de circuit au Québec, puis d'augmenter les chances qu'on en ait de plus en plus, puis qu'après cette richesse-là, on puisse la redistribuer dans d'autres startups. Fait que c'est pour ça que je fais ça, mais j'ai fait un projet pilote cet été de cibler 20 entrepreneurs, les amener chez nous, aucune cédule, aucun horaire, aucune formation, rien. Puis genre, je me suis juste tassé du chemin, basically. Puis j'ai vu la magie arriver, puis il y a du monde qui ont fait de la business ensemble, il y a du monde qui ça les a craqués. On a eu du fun, là, de façon générale. Puis comme tu dis, d'être capable de créer ces lieux-là où la magie peut arriver sans nécessairement qu'elle soit trop imposée, genre. Mais j'ai hâte de voir comment, mettons, axer, ça, vous allez pull off ça, ou même comment Québec Tech va genre... Tu sais, c'est comme tu dis, c'est qu'il faut que tu doses l'énergie que tu mettes pour pas que tu prennes toute la place, puis que ça devienne à propos de l'accompagnement plus qu'à propos de la start-up, genre. Oui, puis il y a différentes phases là, aussi dans l'accompagnement, puis je vais faire du pouce. Mais tu as raison, là, sur de mettre des lieux, de mettre du monde ensemble. Mais l'important, c'est si tu veux que la mayonnaise prenne, pour prendre une expression, je sais pas si c'est une expression connue. Je fais-tu un péronisme? Un richardisme. mais tu sais, pour que la mayonnaise prenne, il faut que tu sois sélectif aussi sur les gens que tu mets ensemble. C'est ça, un peu. Puis c'est ça le défi, là, de dire, c'est pas juste de faire... Il y a un peu un côté wannabe entrepreneur des fois qui existe, puis qui rend pas toujours service non plus de ça. Fait que quand tu mets des gens... Cool. C'est le fun, c'est cool, mais à un moment donné, tu veux du monde qui réussisse à agir les uns sur les autres comme un effet de levier. Exact. Par contre, il faut faire attention. Il y a ce qui est en phase d'idéation, de sensibilisation. Là, c'est normal de jouer un peu plus sur du volume parce que tu espères en convertir là-dedans. Oui, c'était comme au top du funnel. Oui, puis on n'a pas une culture entrepreneuriale aussi forte qu'ailleurs au Québec. Fait qu'on a besoin de mettre de l'engrais là, pour que ça pousse. Ça, c'est correct. Mais il arrive à des stades de développement quand les entreprises sont rendues à un certain niveau, ils ont un produit, ils ont un modèle d'affaires, ça marche, etc. À un moment donné, il faut qu'ils sortent de là aussi. Il faut qu'ils restent en connexion avec d'autres wannabes qui vont à un moment donné joindre ce groupe-là. Il ne faut pas qu'ils se déconnectent, mais ils ont besoin d'environnements différents. Fair. Ouais. Puis un funnel, là, par définition, là, ça rétrécit. C'est pas tout le monde qui se rend jusqu'au bout de conversion ou de succès. Et ça, c'est dur. C'est dur parce qu'on est tous fucking smart, man, au Québec. On s'excuse souvent, on veut aider notre prochain, on a une tendance un peu socialiste, je vais le dire, là, mais genre... Puis moi, ça me brise le cœur quand je me dis, Chris, de toutes les centaines d'entrepreneurs à qui que je parle, la majorité vont fail dans le fond, là. Genre, c'est heartbreaking, là, genre, ils vont prendre des risques personnels, ça va fucker leur vie perso, whatever, puis c'est comme... Mais si on veut pousser l'écosystème au complet par le haut, puis prendre notre place sur le marché, sur la scène internationale, comme tu dis, ben on n'a pas le choix de hedger nos bets, pas de hedger nos bets, mais de nicher nos bets, puis on peut pas better sur tout le monde, parce que si pour 100$, on la met sur 100 startups qui ont pas de... Ah, c'est mon analogie, c'est de la merde. Tu comprends ce que je veux dire? Non, mais je comprends, genre, mais je vais mettre des stats sur ce que tu expliques, OK? Si j'ai 100 startups, il y en a une sur deux qui va échouer. T'sais, là, on parle du moment de la création. Là. On n'est pas dans l'idéation, là, mais du moment de dire je pars. Il y en a une sur deux qui va échouer. Là, dans la moitié qui reste, fait que là, il t'en reste 50. Il y en a 40 qui vont rester des lifestyle business. Donc, des entreprises qui vont générer probablement un chiffre d'affaires de 2 millions et moins.
autour d'eux. Puis ça, 40 là, sur les... Tu sais, fait que il y en a 50 qui sont mortes, il y en a 40 qui sont des lifestyle business, il m'en reste 10. Des 10, il y en a 9 sur 10 qui vont devenir ce qu'on appelle des middle ground business. Des belles PME, ils vont avoir des chiffres d'affaires autour de 10 millions, 15 millions, mais ils vont plafonner autour de ça. Puis t'as à peu près 1% que eux autres, là, c'est comme sky is the limit. Là ils vont franchir des chiffres d'affaires pas mal plus élevés, dont certains vont jouer dans les milliards. Mais tu sais, même le milliard, c'est pas vraiment 0,01% du pourcent de ceux qui vont jouer avec ça. Fait que quand t'expliques le funnel, c'est comme normal que ça arrive. Puis oui, effectivement, arrive à des étapes où tu dis, mais eux, ils ont des chances de faire la Ligue nationale. Fait qu'à un moment donné, non, quand on va faire le repêchage, ça se peut que ton nom sorte pas dans le chapeau parce que ça arrive. J'ai comme un pet peeve par rapport à lifestyle businesses parce que nous autres, on était bootstrapped avec Snipcart. Puis dépendamment de à qui on parlait, puis la personne venait de quel environnement, quel background, des fois, tu avais une connotation négative sur genre, vous autres, vous êtes bootstrappés, c'est comme juste une lifestyle business ou genre, une phrase que j'ai déjà entendue, c'est c'est pas un business, c'est pas une business, c'est un projet. Ça s'appliquait pas à Snipcart spécifiquement, mais ça m'avait trigger d'entendre cette phrase-là. Pour en revenir à l'heure travaillée puis l'output économique en dollars qu'on parlait plus tôt dans le pod, toi, pour atteindre ta mission là, d'augmenter la productivité, genre via des compagnies de tech au Québec, puis sur la scène internationale, tout ça, la tranche de 40 que tu viens de me parler de lifestyle businesses, elle, ça génère pas assez de valeur économique par heure travaillée pour qu'on se concentre dessus ou pas nécessairement? Mais pas nécessairement parce que ça va jouer sur la balance commerciale aussi. Okay. Souvent, tes lifestyle business, c'est rare qu'ils vont exporter. Ils vont surtout être sur les marchés locaux. La plupart du temps. Je dis pas dans tous les cas. Là, on parle de lifestyle business, là, on parle d'entreprises de 2 millions et moins là, de chiffre d'affaires. Ouais. Puis ça, j'en connais plein. Puis c'est important dans une économie parce que ça fait en sorte que, on consomme nos services ici, on fait travailler notre monde ici, etc. Mais c'est pas des entreprises qui vont nécessairement apporter de la valeur, importer des fonds étrangers vers ici. C'est ça la différence. Fait que souvent, moi, c'est quelque chose qui commence à m'agacer. On oppose tout. C'est comme si c'était pas correct d'avoir une lifestyle business. Tant mieux, c'est une lifestyle business. Ça génère de l'économie. Là, des fois, on oppose économie sociale avec entreprise tech. Et moi, je viens d'un HLM, je viens d'une famille pauvre. Les organismes communautaires ont été hyper importants dans ma vie. Puis je suis content de ce que j'ai pu devenir et réaliser. C'est parce que j'ai une société qui me le permet de le faire. Même si je travaille avec la tech, c'est pas en opposition avec d'autres personnes qui essayent d'améliorer le sort du monde. Tu sais, l'entrepreneuriat prend plusieurs formes. D'entrepreneuriat, il faut juste qu'à un moment donné, de distinguer ces formes-là puis d'arrêter des opposer. Si on veut créer de la richesse, mais il en faut des locomotives qui vont créer de la richesse, mais en même temps, il me faut aussi mon petit café du coin qui va devenir peut-être une chaîne, mais juste au Québec, mais que tout le monde consomme ce café-là puis on l'aime bien. Exact. Mais moi, ce que j'essayais de tease apart là, avec ma question sur les compagnies, mettons, lifestyle, c'est... Si toi, avec ta mission Québec Tech, tu allais nécessairement te concentrer sur le bas du funnel qui était les potentiels, genre les 10 dernières, là, tu sais, qui ont un potentiel plus grand. Ou si tu allais aussi... En fait... On va se concentrer sur les potentiels plus grands, ça c'est clair. Parce que notre travail, c'est d'augmenter le nombre d'entreprises technologiques québécoises qui exportent. Donc, nous autres, on s'intéresse à celles qui vont générer nos 80 de l'heure de plus de travailler en exportation. Mais c'est pas nécessairement... C'est sûr que c'est des entreprises qui ont plus des profils souvent de capital de risque, mais je peux avoir du bootstrap là-dedans. C'est pas un critère. C'est le modèle de financement, tu t'en crises. Je m'en sac. Moi, c'est comme... C'est quoi ton potentiel d'exportation? C'est bon. Tu sais, moi, c'est ça qu'on regarde surtout. Puis je pense que dans les dernières années, on a mal entraîné nos entrepreneurs. Je m'explique. Tout l'écosystème qu'on appelle l'écosystème startup vient de Techstars puis Y Combinator principalement. Oui, c'est comme les OG. Oui, exactement. Puis eux autres, c'est quoi? À la base, c'est des firmes de capital de risque. Et la prémisse de base, c'est on n'est pas bon pour choisir des projets early stage parce que c'est compliqué de savoir qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qui ne marchera pas. Fait qu'on va en mettre 100 dans une salle.
On va tout mettre un petit chèque au 100 là-dedans. On va faire un programme de 3 mois. On va les regarder aller, voir qui est capable de nous convaincre. Puis on va en investir dans 10 dans le but que 1% de ces 10-là lève. C'est ça le modèle d'affaires. Tu sais? Puis là, qu'est-ce qu'on faisait? Mais c'est fais des pitchs, puis t'es ask à des VC, puis whatever. Fait qu'on a entraîné nos entrepreneurs dans les dernières années à demander de l'argent à des VC. Et ici au Québec, en plus, à dire demander de l'argent à des VC, lever des subventions, mais on n'apprend pas à nos entrepreneurs à vendre des produits à des clients. La base d'une compagnie, c'est de vendre des produits à des clients. On peut-tu remettre la commercialisation au centre 100%. de notre développement de nos entrepreneurs? All right, folks. Un petit shout-out à Vasco, partenaire produit SaaSpass. Vasco, c'est la plateforme RevOps pour optimiser votre commercialisation de SaaS. Ça aligne les ventes, le marketing puis le customer success pour que tout le monde avance dans la même direction, mais surtout que les revenus suivent. Check them out sur saaspass.com/partenaire avec un S. Il y a une solide entrevue avec leur architecte de revenus, Alexis Boucher. OK? De retour au pod. Mais ce qui est cool, c'est que le capital de risque, qu'il soit privé ou institutionnel, qu'on a dans notre marché à nous, il devient de plus en plus... Ben, il est moins facile à avoir et à déployer qu'il l'était il y a une couple d'années. Fait que les stewards, les gens qui gèrent ce capital-là sont plus difficiles, sont plus demandants sur montre-moi que la pièce que je te donne, là, tu vas genre l'utiliser pas juste pour builder un produit, engager du monde puis avoir l'air cool sur LinkedIn, tu vas aussi vendre, essayer de commercialiser, de go-to-market. Puis, tu sais, moi, je travaille avec Vasco, là, qui est une startup de Montréal aussi, puis eux, le go-to-market, c'est une bible, tu sais, c'est comme c'est religieux, là, l'importance de bien structurer, monitorer, optimiser ton go-to-market. Puis moi, pour être un profil plus commercial que technique, maintenant je suis pas dev, mais moi, c'est ça qui m'a toujours fait triper. Fait que je suis content de voir que tu as comme une narrative un petit peu, pas sociétale, mais globale, qui pousse vers hey, esti, c'est pas juste du beau engineering, puis genre, comment dire, je veux pas nommer de nom, mais c'est aussi de la commercialisation qui va être important de faire comme du monde. Et ce qu'il faut arriver, tu sais, puis ça date pas d'hier, là, tu sais, au Santec, avec surtout ceux avec lesquels on a construit la première génération de la transformation qu'on a faite en 2016. Moi, je disais souvent, c'est des tribunes, puis je me faisais regarder bizarre. La première année, je me gênais un peu, puis je connaissais rien, mais à partir de 2017 et les suivantes, je disais souvent, au Santec, on ne crée pas des startups, on crée des compagnies. Ouais. Et je complétais tout le temps des compagnies, mais ça vend des produits à des clients. Ouais. Et je pense qu'il faut remettre ça au cœur. Puis je dis pas que l'investissement, c'est pas important, les subventions, c'est génial. Mais si ton objectif, c'est de lever un financement, puis de lever une subvention, puis que c'est ça ta fierté, puis tu n'as toujours pas là, de clients, mais à un moment donné, il y a quelque chose qui ne marche pas. Puis des fois, je rencontre des entrepreneurs aussi. Il faut réapprendre à nos entrepreneurs à compter. Parce que là, on leur a tellement développé à pitcher puis de faire des asks à des VC. Moi, je suis constamment dans des 5 à 7 puis dans des événements. Puis là, tu as des entrepreneurs qui viennent me voir, on se dit « Ah oui, par le rôle que je joue, je suis connu dans le milieu. » Fait que là, il me dit « Ah oui, M. Chénier ou Richard ou whatever, hey, on lève une ronde de financement, etc. On cherche X millions. » Ah, OK, mais qu'est-ce que tu fais? T'sais, là, ils me font leur elevator pitch. Je leur dis tout le temps, en 30 secondes, qu'est-ce que tu fais? C'est quel problème que ça règle, etc. Bon, as-tu des clients? C'est quoi ton modèle d'affaires? C'est quoi ton potentiel de marché? Puis des fois, là, en 2 minutes, j'ai déjà catché, je dis, garde, va pas chercher du VC de capital de risque de 3 millions. Refais tes maths. Ça marche pas. Un investisseur ne retrouvera jamais ses billes dans ça. Fait que le capital de risque est hyper important, mais en même temps, ça s'adresse à des entreprises qui ont des croissances hyper agressives. Puis c'est pas un chemin en soi. Vosker, qui est, je pense, à Victo. J'espère que j'ai pas. C'est pas grave. C'est Victo ou Drummond. Je sais tout le temps entre les deux, mais qui est une belle compagnie, probablement la plus belle compagnie qui est sortie du Santec avant mon arrivée. Ils ont levé leur première ronde de financement, genre, il y a l'année passée ou il y a 2 ans. Puis c'était une ronde de genre 60 ou 120 millions, je me souviens plus. C'était la première ronde. Workleap avec Simon Deben, il a levé 120 millions. C'était sa première ronde de financement. Ils se sont bootstrappés tout le long. Puis Vosker, mais je sais pas, c'est plus de 200 millions, si c'est pas 300 millions US de chiffre d'affaires par année. Fait qu'à un moment donné, le bootstrap puis le whatever, chaque entreprise va avoir son plan, mais une entreprise, c'est une opération financière, d'abord et avant tout. Fait que comment tu la gères, cette opération financière-là? Puis quand tu as besoin de tes effets de levier,
Mais il faut que tu comprennes tes effets de levier, puis comment tu vas amortir ces effets de levier-là, puis comment tu vas créer de la valeur. Mais c'est cool que tu aies comme pris une part de responsabilité collective de ouais, mais c'est nous autres qui créé du média, donné des conseils, donné des exemples qui étaient toujours autour de pitcher, raiser, être featured dans TechCrunch, etc. Fait que on a aussi une responsabilité d'avoir le discours que tu as là, mais de le propulser, genre de l'avoir sur des plateformes comme le pod ou autre chose. Mais une dernière affaire que je vais ajouter par rapport à ton modèle de financement, genre comment tu vas propulser ta croissance, mettons, c'est oui, c'est dicté par les economics, là, de genre, écoute, si c'est du hard, deep tech, puis que genre HugoWorks, là, c'est des batteries, là, sans capital, tu peux pas le faire. C'est clair. Mais même si t'as pas ça, puis que c'est juste software, ton modèle de financement doit aussi être dicté par la psychologie du fondateur ou de la fondatrice. Puis ça, c'est quelque chose que moi, je hammer tout le temps à ce point-là, c'est quel genre de compagnie tu veux créer, à quel rythme tu veux qu'elle ait une croissance, puis quels sont les sacrifices ou les changements de lifestyle que tu es prêt à faire pour ça. Puis des fois, le monde, j'ai l'impression qu'ils prennent même pas le temps de se poser cette question-là avant d'aller essayer de faire des pitch decks puis de raiser du cash. Oui, puis c'est intéressant, là, tout ce que tu mentionnes. Puis là, tu prends un GoWork qui est une super belle compagnie. Il y a des compagnies avec lesquelles tu le sais que tu vas passer par le capital de risque. Ouais, exact. Puis tu n'auras pas le choix parce que le go-to-market est hyper complexe. Par contre, le reward ou la récompense, ça va être majeur s'ils réussissent à faire le coup. Mais il faut que tu sois conscient à l'intérieur de ça, de dire, est-ce que je suis prêt à vivre avec ça? Parce que du moment où tu mets des investisseurs, tu viens de te mettre une pression supplémentaire. Puis il y a des entreprises, des fois, avec lesquelles le timing, il y a ton timing, mais il y a le timing aussi du marché. Le domaine des batteries, par exemple, qui est un bon exemple, mais il est en pleine effervescence actuellement. Avec tous ces défis, là, il y a des ralentissements, etc., mais on sait que l'énergie fossile dans nos véhicules, dans le transport, va être de moins en moins présente. Fait que le trend est là. Fait qu'à un moment donné, tu sais que ta fenêtre d'opportunité est quand même limitée. Fait que là, à un moment donné, tu te dis, ben là, si je veux rentrer dans la fenêtre d'opportunité, il faut que j'aille chercher du capital de risque parce qu'on pense qu'on est capable d'aller chercher X parts de marché. Exact. T'sais. Mais la psychologie, si tu connais ces cofondateurs-là, c'est des tueurs, là. C'est des... genre, ils ont faim, puis genre, Rami est venu sur le pod, puis tu l'entends parler, puis lui, gérer de la pression d'un board de gouvernance, de closer des crises de gros deals, d'avoir un capex de débile dans la tête, ça le dérange pas, là. Parce que c'est ça qu'il veut, tu comprends? Okay. Fait que ça fit, la psychologie fit avec le modèle de financement aussi. Ouais, puis j'ai comme quelque chose. À un moment donné, s'il y a un chercheur universitaire qui veut venir me voir, là, j'ai du temps, mais il y a quelque chose que j'ai commencé à développer comme modèle. J'essaie d'expliquer à mon équipe quelle clientèle on cible. Ouais. Puis là, à un moment donné, mais j'ai mis comme 2 axes. Okay. Il y a l'axe potentiel d'entreprise, puis il y a l'axe les entrepreneurs comme tel. Oui, exact. Puis dans l'axe entreprise, j'ai dit, mais on a des entreprises ABC. Les entreprises A, c'est des entreprises qui ont des marchés exponentiels qui sont vraiment énormes. Des entreprises B, c'est des belles entreprises, mais que le plafond est un peu plus connu. Ouais. Mais que c'est des super belles entreprises qui peuvent avoir des chiffres d'affaires de 25-50 millions, puis d'être des très belles PME. Puis les entreprises C, où le potentiel est vraiment limité. Ouais. On joue dans du en bas de 10 millions. Là, 10 millions, c'est un gros acquis. Fait qu'il faut que tu l'évalues, ça. Mais de l'autre côté, il faut que tu évalues les entrepreneurs aussi qui gèrent ces projets-là. Encore là, tu as des entrepreneurs A, des entrepreneurs B, des entrepreneurs C. L'entrepreneur A, c'est celui dont tu me décris. Lui, là, eux autres, ils vont y aller. Puis ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas toutes les compétences. Ils vont aller chercher les compétences en cours de route, mais qui ont faim. Ouais, exact. L'entrepreneur B, il a faim, mais tu sais que tôt ou tard, une fois qu'elle va être lancée, il va falloir remplacer l'équipe de management, puis ils sont conscients. Ouais. De ça, mais ils sont capables de lever le projet jusqu'à un certain stade. Exact. Les 0 à 1, là, un peu. Exactement. Un gros 1. Un gros 1, des fois 2, mais tu sais qu'à un moment donné, ils vont se limiter à des rôles plus spécialisés, mais ils sont prêts à l'ouverture à s'entourer en conséquence pour être capables d'atteindre leurs objectifs. Puis tu as l'entrepreneur C, qui lui, il pense que l'idée du siècle, ou tu sais, puis... C'est ça, train-train quotidien, puis peut-être plus dans le lifestyle de l'entrepreneurship que dans l'entrepreneurship comme tel. Puis quand tu mêles les deux, c'est ça qui est important. T'sais, nous autres, ce qu'on cherche, c'est des business avec des potentiels A, avec des entrepreneurs A.
c'est ça qu'on cherche, tu sais, qui vont potentiellement faire notre 1%. Mais du A puis B avec un founder B, tu serais Ça good peut marcher aussi. pour toi, ouais. Ça peut marcher parce que là, des fois, c'est une business A avec un entrepreneur B. Mais là, tu te dis, c'est pas grave, la business a tellement de potentiel, puis il comprend la game qu'à un moment donné, on va juste l'aider à évoluer puis de l'entourer de monde qui vont pouvoir l'amener jusqu'à son plein potentiel. Mais tu as aussi des entrepreneurs A avec des business B qui sont que ça aussi, tu te dis, OK, ça, c'est intéressant parce qu'il a faim. Fait qu'il va aller chercher les parts de marché qu'il allait à chercher, même si son marché est plus capé ou est plus plafonné. Ouais, puis ça se peut aussi que cette personne-là, mettons, l'entrepreneur A qui est dans une business B, ça se peut que la personne, ça soit juste comme une étape, l'entreprise B, qu'elle fasse un petit à moyen coup de circuit, puis qu'après ça, elle soit équipée, mettons, d'expérience, puis de capital, puis d'un réseau de malades pour faire une entreprise A, mettons. Ce que tu veux récupérer, selon moi, c'est les entrepreneurs A dans des business C. Il y en a. Il y en a parce que des fois, tu as des entrepreneurs exceptionnels, ils n'ont juste pas trouvé le business case dans lequel s'adresser. Ça, c'est comme, OK, il faut qu'on trouve des façons de récupérer ces gens-là dans des projets B, dans des projets A et B, parce que le potentiel est là. Ils ont juste une business qui est comme, OK, ça va faire son temps, mais ça va plafonner. On a parlé beaucoup de capital de risque, fait que j'ai le goût de te raconter une petite histoire pour closer un peu là-dessus. Je parlais avec un OG de la tech au Québec récemment. Puis j'ai posé une question que je pose à un paquet de monde qui alloue du capital ou qui sont plus dans cet environnement-là que moi, mettons. La question, c'est est-ce que tu penses que l'environnement, le paysage d'investissement en capital de risque au Québec est moins founder-friendly qu'ailleurs? Puis là, ça le trigger, cet OG-là de la tech. Puis il m'a dit que ça faisait pas vraiment de sens, dans le fond, de se comparer à d'autres environnements de capital, où est-ce qu'il y a du capital de risque, comme la Californie ou d'autres pays européens, parce que le Québec était vraiment, vraiment plus pauvre que ces endroits-là. Puis que l'analogie un petit peu comme grossière qui m'a sorti, c'était... Tu sais, si tu as juste 30 000 de côté, puis que j'arrive avec un projet de start-up, puis que je te demande 10 000 tu vas vraiment checker tes scènes, puis tu vas checker tes termes, puis tu vas t'assurer que genre c'est moins risqué que si tu as 1 million de côté, puis que je t'arrive avec 10 000 d'investissement, tu vas me dire, sure, je vais prendre le risque. Fait que la grosse balle que je te lance, c'est genre, toi, t'en penses quoi de ça? Ben, moi, je suis 100% d'accord avec ça. Puis, en fait, un des défis qu'on a eu dans les dernières années, c'est qu'on a tous, et partout dans le monde, pas juste ici au Québec, mais partout dans le monde, on a calqué le modèle de Y Combinator puis de Techstars. C'est ça l'enjeu. Mais tu sais, quand tu calques ton modèle d'investissement sur le modèle américain, ils ont 100 fois plus de cash que nous. Tu sais, comment tu veux compétitionner? Puis ils ont le volume. Ils sont 340 millions d'habitants. Ils ont les plus grosses compagnies de la planète, ou presque toutes. Ils ont du capital à réinvestir, etc. Fait qu'eux autres, ils peuvent jouer les nombres. Nous, on est 9 millions d'habitants. On a une belle qualité de vie, on a une belle économie, mais on n'a pas de la richesse de juste l'État de la Californie, pour prendre ça comme exemple. Fait que tu ne peux pas calquer ton modèle sur la Californie. La Californie, c'est aussi gros que le Canada ou presque. En termes de GDP, c'est probablement plus gros, mais même en termes de population, c'est quoi, 30 millions la population de la Californie? Je sais pas, j'ai pas vu les chiffres récemment, mais c'est une grosse population. Le Canada, c'est 40 millions d'habitants. Je suis allé en vacances cet été en Californie, puis il y avait à peu près ça, 30 millions, je te dis. 30 millions de personnes, mais ça tout compter. Mais, fait que, tu sais, quand tu regardes ça, à un moment donné, tu peux pas reproduire les mêmes modèles. C'est à nous de trouver nos modèles. Mais remets ça du POV, du point de vue de la fondatrice, mettons, d'un SaaS là, en tech, qui, elle va commercialiser globalement. Là, elle s'en calisse de vendre juste au Québec parce que c'est du code et des pixels. Fait que ça va être un CRM pour dentistes across the world. Je sais pas si c'est un bon exemple. Peu importe. Elle, cette personne-là, elle sait foncièrement qu'il y a des termes d'investissement, mettons, plus friendly à d'autres places. Ouais. Fait que ce que je disais un peu à la personne en question avec qui je parlais, c'était comme, tu suggères quoi à ces fondatrices-là? Puis la personne me disait juste, qu'elle aille chercher ce capital-là, tu sais, si c'est ce qui fait le plus de sens pour son ambition, sa business, etc. Puis moi, quand je ramène ça dans mon expérience personnelle de tous les founders auxquels je parle, il y en a de plus en plus là, qui me disent, moi, tu sais, pour être sûr d'avoir le cash que j'ai besoin, je pars en Europe. Des fois, je pars en Asie. Souvent, je vais aux États-Unis. Je vais dans l'Ouest canadien un petit peu plus. Fait que, tu sais, je me demande,
c'est quoi, nous, notre modèle, dans le fond, tu sais? Est-ce que ça veut dire que le capital de risque, c'est moins approprié ou... Ben, je pense qu'on a encore du travail à faire pour trouver nos bons modèles de capital de risque. Je pense qu'on ne l'a pas trouvé encore. Il est très institutionnel, très gouvernemental aussi. Et c'est ça le défi, là. Je pense que j'ai pas le chiffre exact, là, mais je pense pas me tromper ben en disant que 80% à peu près du capital de risque qui se fait pré-série B au Québec est principalement supporté par les gouvernements. Qui ont des différents, mettons, incentives et skin in the game qu'un investisseur privé qui va mettre sa cash là. Exactement. Puis il y a plein de véhicules. Puis je dis pas qu'ils font pas bien, là, mais c'est parce que justement, le privé n'est pas assez impliqué. Fait que moi, je pense qu'on a un défi de dire comment on implique le Québec Inc. dans cette chaîne-là. Qu'est-ce que ça veut dire le Québec Inc., Richard? Ben, le Québec Inc., c'est tous nos entrepreneurs qui ont réussi. Là. On a des entrepreneurs au Québec qui ont réussi. Là. Qui sont. Pour ceux qui écoutent, j'ai genre fait comme si c'était moi le Québec Inc. Mais, tu sais, fait que comment on remet dans la boucle ces entrepreneurs-là? Puis le défi, le skill compte de la liste sont rendus à la 6e, 7e, si c'est pas 8e génération d'entrepreneurs. C'est pas la même. Nous, on est peut-être à 2e génération d'entrepreneurs, tech, 3e. On en a eu, là. On a eu des Daniel Langlois, feu Daniel Langlois, là, qui a été un de nos pionniers, puis on peut en nommer d'autres. Mais, tu sais, en termes de... On a un petit retard. Fait que là, comment on fait pour créer de la richesse, que ces entrepreneurs-là se réinvestissent dans l'écosystème, puis comment on peut utiliser les leviers des gouvernements pour aussi supporter le risque que ces gens-là vont prendre pour les avoir dans la chaîne. Je vais donner des exemples. Au BC et en Alberta, ils ont mis en place un crédit d'impôt pour le Alberta Inc. ou le BC Inc. Pour ceux qui investissaient dans des fonds de capitaux de risque ou dans des startups. Ce que ça a fait, c'est que ça a amené un lot d'investisseurs très pertinent dans cet univers-là. Intéressant. Et quand tu ramènes ces gens-là du privé dans la chaîne, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tant leur cash, c'est leur réseau et leur commitment. Si tu es, par exemple, un Québec Inc. Flash qui investit dans une compagnie, puis je te dis « Hey, Frank, by the way, es-tu capable de m'aider à ouvrir des portes chez... X, Y, Z, parce que cette compagnie-là, on cherche à rentrer en contact avec telle compagnie, puis on sait que toi, tu as déjà fait affaire avec eux autres. Ça ouvre un réseau. Puis si tu as investi dedans, en plus, tu as des intérêts. Mais là, à un moment donné, c'est pas mal plus incitatif que pour toi de t'investir à ouvrir ton réseau, à aider cette compagnie-là à grandir, parce que tu as des intérêts financiers aussi dedans. Et pour moi, c'est pas tant la portion. Oui, on a besoin de leur cash, mais on a surtout besoin de leur réseau puis de leur implication dans cet univers-là, parce que là, actuellement, c'est comme si c'était coupé. Tu sais, nos family office, je dis pas tous, là, mais de façon générale, nos family office, etc., mais ils commencent à investir à peu près en série B. Fait qu'ils attendent. Risqué, c'est ça. Fait que là, à un moment donné, ils attendent que tous ces projets-là disent des risques, mais en tech, il y a une question de temps, puis il y a des projets sur lesquels ça demande beaucoup de cash. Puis ça demande des réseaux, ça demande de... Fait que comment on fait pour changer cette dynamique-là pour qu'ils se réinvestissent dans la chaîne de valeur? Puis ton exemple BC-Alberta, c'est juste un exemple d'une initiative qui peut bouger vers ça. Okay. Là, j'ai le goût que tu me teases apart, que tu traces le contour de c'est quoi un incubateur versus un accélérateur versus whatever Québec Tech is. Parce que j'ai quand même compris que c'était pas exactement... Tu sais, c'est comme une structure plus méta puis tout, mais je veux que le monde qui écoute comprenne mieux, puis moi aussi. Ouais, OK. C'est une bonne question. Les incubateurs qu'on a, mais ils vont s'occuper plus de l'accompagnement puis de créer des environnements où il y a plein de ressources pour permettre à l'entreprise de se structurer, de s'organiser, de se construire. Plus early stage. Plus early stage. Généralement, les incubateurs, ils vont jouer beaucoup plus de l'idée à la commercialisation. Okay. Le 0 à 1, là, le 0 to 1, classique. C'est ça. Les accélérateurs, eux, souvent, c'est des programmes plus concentrés, plus restreints. Souvent, c'est des 3 mois, etc. Mais c'est vraiment pour booster la croissance. Mettons, L-Spark, là, à Toronto, ça serait ça. Ouais, c'est ça. C'est comme, OK, on a 3 mois, là, puis là, on met... c'est 3 à 6 mois, généralement, puis on met plein gaz sur la croissance de tes ventes sur un horizon de temps précis. Puis ça prend pas tout le temps de l'équité, mais souvent, mettons? Ouais, les accélérateurs sont généralement plus privés la plupart du temps, sont souvent collés à des fonds de capitaux de risque, etc. C'est ce qu'on retrouve plus souvent dans le marché. Okay. Au Québec, des vrais accélérateurs, on n'en a pas tant que ça. Là, okay. Moi, je connais pas assez ça. Ouais. On n'en a pas tant que ça. Puis Québec Tech, nous, ce qu'on veut faire,
c'est et ce qu'on fait, parce qu'on a commencé à le faire, c'est de récupérer nos meilleurs talents, puis plutôt que d'avoir un programme structuré, encadré, de dire, OK, c'est quoi le roadmap, puis comment je peux t'aider dans ce roadmap-là pour accélérer la croissance de ton chiffre d'affaires. Fait que, puis ça, c'est un de nos programmes, c'est pas la seule chose qu'on fait là, chez Québec Tech, là, mais Stade V, là, on a sélectionné nos 5 premières entreprises. On l'appelle Stade V. Stade V, c'est on veut augmenter la vitesse pour que ces entreprises-là rentrent en hypercroissance. Fait que les 5 entreprises qu'on a sélectionnées, d'ailleurs, il y en a une seule de Montréal, toutes les autres sont hors Montréal. Nice. Là, c'est pour la discussion qu'on avait plus tôt. On est très contents. Très cool. Très contents. Tu les as pas annoncés publiquement encore? Oui, ils sont annoncés publiquement. Là, j'ose... Attends, il faut que... Ferréol, Flower, Biointelligence, Maquette et Lim Santé. Donc, Francis Robichaud? Oui, exactement. Bon, ben, je suis content que tu aies au moins une personne qui est venue sur le podcast. Je t'aurais dit sérieux, Robichaud. Fait que nous autres, notre but, c'est de dire, OK, comment on est capable d'amener ces entreprises-là là, vraiment en phase d'hypercroissance à augmenter les marchés. Mais on a eu la prétention, puis on a consulté 100 entrepreneurs dans la dernière année pour dire qu'est-ce qui existe qu'est-ce qui existe qu'on n'a pas besoin de refaire, puis qu'est-ce qui n'existe pas qui serait intéressant puis qui vous rendrait utile. Puis d'ailleurs, on est toujours avec un groupe d'entrepreneurs qui nous suit dans le déploiement pour nous aider à nous guider. Puis ce qu'on nous disait tout le temps, c'est on veut pas de programme, on veut pas encore des coachings, des mentors, des whatever. On veut être accompagné en fonction de notre roadmap. Parce que le réseau d'accompagnement au Québec est déjà pas mal garni. Sauf que de dire, OK, moi, je m'en vais... j'ai besoin d'aller à l'international, mais aller à l'international, c'est facile à dire, là, mais tu n'attaques pas la planète au complet. Là. Tu ne peux pas attaquer 20 marchés de front là, en même temps. C'est des questions de fiscalité, de réglementation, etc. Fait quel marché j'attaque? Comment les identifier correctement? Comment savoir, comment ajuster ma compagnie pour être capable de pénétrer? Il y a plein de conseils stratégiques qui sont reliés à l'exportation, c'est beaucoup plus des choses adaptées aux besoins de la compagnie. Okay. Mais on a besoin de comprendre leur roadmap. T'sais, moi, un de mes rêves là, que j'ai là, pour les prochaines années, c'est qu'on remette l'entrepreneur au cœur de l'accompagnement et de dire, OK, nos champions, comment on les accompagne? Qu'est-ce qu'ils ont de besoin? Parce que des fois, j'ai l'impression que dans les dernières années, c'est plus les entrepreneurs qui sont au service de ce qu'on a mis en place que l'inverse. Parce que ça rend service à tes KPI dans ton incubateur d'avoir X nombre de compagnies. Parce que ben là, il faut que tu fasses de l'intelligence artificielle pour avoir accès à du financement. Faut que t'aies. Fait que l'entreprise, elle se dénature dans son roadmap parce qu'on la suit pas. C'est elle qui essaie de suivre puis de survivre, puis à un moment donné, elle s'accroche sur des choses, puis elle bifurque ses plans. Je dis pas qu'au début, c'est pas important. Là. Avant que tu aies un produit commercialisé, je pense que ça a sa place, là, toute cette exploration-là. Mais il arrive un temps, à un moment donné, de dire, OK, parfait, là, on a un champion devant nous autres. Là. Comment on fait pour s'assurer de lui donner tout ce qu'il a de besoin pour qu'il fasse les Olympiques? Ben, comment tu fais? T'es comme un espèce de coach custom pour athlète à haut potentiel, genre pour devenir olympien, mettons. Mais comment tu fais pour décider les 5 que t'as dit, là, mettons, là, t'avais-tu des critères d'acceptation? C'est-tu toi qui les as scoutés? C'est-tu du monde qui t'es approché? Jamais. Ce sera jamais moi qui va les choisir pour des questions de... On a mis en place des jurys indépendants. OK. Fait qu'on a, pour juste la sélection de la première cohorte, il y a 27 jurys qui se sont prononcés sur ces projets-là. Okay. Ça, c'est parce que vous avez une imputabilité, genre, par rapport aux fonds publics que vous distribuez? C'est même pas une question d'imputabilité, c'est une question de dire on veut aller chercher des gens compétents qui vont évaluer ces projets-là. Fait qu'on on a plein d'entrepreneurs qui sont autour de nous, puis des gens qui ont levé des business tech qui vont dire regarde, levez donc le capot de ces entreprises-là, puis dites-nous ce qu'il y en est. Il y a plusieurs étapes au processus. La première étape, c'est qu'on y va beaucoup par référencement. Donc, on va voir le réseau des incubateurs accélérateurs, des fonds de capitaux de risque, Investissement Québec International, Affaires mondiales Canada, etc. On dit, hey, c'est quoi les projets là, que vous avez là, qui auraient besoin d'un petit coup de main là, pour accélérer leur croissance, là, puis qui sont bien partis. Fait que là, la dernière fois, on s'est retrouvé avec 54 recommandations. Okay. Des 54, on a diminué la liste à 20. OK. Donc, avec des jurys. Avec des jurys et des processus. Il y en a qui, au départ, se préqualifiaient pas parce qu'on a quand même des critères de préqualification. De nombre d'employés, de vente, etc. Une couple de choses qu'on prévalidait. Okay. Fait que là, après ça, dans les 20, là, tu as une bunch de jurys qui ont descendu la liste à 9. OK.
Puis après ça, on a une dernière bunch de jurys qui sont partis de 9 à 5. Puis comment tu as sélectionné tes jurys? Les jurys, mais c'est leur background en entrepreneuriat, etc. On a travaillé beaucoup à développer notre banque, fait qu'on était allé chercher des C-levels qui ont d'entreprises tech, des CFO, des CTO, etc., des CEO qui ont réussi. Tu pourras m'envoyer à la base de données après le podcast. Mais c'est en a recommandé. Ce qu'on veut, c'est d'avoir du monde qui comprenne la game, Ah, ben oui. puis qui sont capables d'évaluer un projet, puis de dire, OK, ouais, celui-là, j'y crois. Puis on est super content de notre première bunch. Très cool. Très, 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 très cool. J'irai creuser sur les autres startups puis, que tu as mentionné que je connais pas, puis j'y mettrai dans les show notes. Là. Mais c'est pas des purs SaaS, les autres, right? C'est pas juste du. Ben, là, ce qui va arriver, là, parce que là, on a nos premiers 5, puis permets-moi après ça juste de t'expliquer aussi les autres mandats de Québec Tech, parce que des fois, on a l'impression que Québec Tech fait juste Stade V. Mais Stade V, c'est parce que ça n'existait pas, puis il y avait un besoin. Là, et régulièrement, les entrepreneurs viennent me voir, il faut que je fasse de la croissance, puis j'arrive pas, puis ils sont souvent trop petits pour EDC ou pour Affaires mondiales. Ils sont comme un peu pris dans un no man's land qui fait en sorte qu'on les ralentit. Mais notre objectif, c'est d'en sélectionner à peu près une quinzaine par année. OK. Donc, pas juste se limiter à 5. Là, on a nos 5 premières. On va sélectionner une première bunch de 5 bientôt au courant du printemps. Après ça, mais l'idée, c'est de rentrer à peu près 5 compagnies à tous les 4 mois. Puis on ne s'attend pas à ce que toutes ces compagnies-là soient à sorte du stade. Mm-hmm. Mais on veut essayer d'identifier le 10 % qu'on parlait plus tôt. C'est-à-dire, OK, on est capable de mettre sur le radar le 10 % en souhaitant que là-dedans, mais on a une coupe de 1 % qui sort du stade. Ça leur coûte quoi, Richard? Pour l'instant, non, parce qu'on valide beaucoup de choses. Puis étant donné qu'on est dans notre première année, on a pris la décision de dire on va co-construire l'offre avec eux autres, les services. C'est comme tes alpha users. Oui, exactement. Fait qu'à un moment donné, ça sert à rien, mais oui, il y a des affaires sur lesquelles on va faire un revenu. Oui, mais qui vont avoir des revenus où on a accès aussi à des fonds qu'on peut leur donner. Okay. Ils vont payer un pourcentage des fonds, on ne payera pas tout le temps 100% de la facture. Fait que les services de Québec Tech, pour l'instant, pour cette bunch-là, ils sont gratuits, mais les facilités qu'on a autour, mais il y a différents tarifs en fonction du type de besoins auxquels on répond. Puis là, c'est quoi les autres mandats rapido maintenant? Oui, mais dans les autres mandats, on va commencer cette année à faire ça. C'est surtout de travailler avec nos incubateurs accélérateurs pour augmenter l'ambition internationale de nos entrepreneurs. OK. Ça veut dire quoi, ça? Oui. Il y a 2 affaires à dire par rapport à ça. C'est une entreprise tech qui pense global from day one va croître 6,7 fois plus vite et plus rapidement que les autres. Puis ils vont devenir plus grosses. Est-ce que tu as des statistiques, Richard, c'est hot? Ouais. On va t'en donner une autre après. C'est ça. Fait qu'on a besoin d'inculquer chez nos entrepreneurs vraiment une ambition internationale parce que si on veut un pipeline pour notre stade V, mais il faut qu'on ait plus d'entrepreneurs qui en amont. Fait que, pour aller à l'international en technologie, c'est pas juste quelque chose qui se fait de façon organique comme dans les marchés traditionnels. C'est comme il faut que tu provoques les choses. Puis pourquoi il faut que tu provoques les choses? Parce qu'il y a une autre statistique qui dit aussi que si tu es une entreprise tech qui naît dans une région de 50 millions d'habitants et moins, il faut que tu exportes 2 fois plus vite si tu veux maintenir le même rythme de croissance que des startups dans des pays de 50 millions d'habitants et plus. C'est intéressant. Fait qu'au Québec, on est 9 millions. Puis même si y a certains qui disent ouais, mais le Canada, c'est 40 millions. Fait que ça veut dire que si on a une entreprise tech qui a un fort potentiel de croissance, il ne faut pas qu'elle reste ses marchés locaux. Il faut qu'on l'amène plus rapidement ces marchés internationaux pour sa croissance. Parce que si elle reste ses marchés locaux, tu sais, même si tu fais 10, 20 millions de chiffre d'affaires au Québec, ça ne veut pas dire que tu vas être capable d'ouvrir ton marché américain aussi rapidement. Puis si tu as une entreprise américaine qui fait la même chose que toi sur le marché américain, mais à un moment donné, ça se peut que l'entreprise américaine vienne te bouffer si elle est intéressée par ton marché. Puis toi, si tu essaies de pénétrer le marché américain puis cette entreprise-là est bien établie, bonne chance pour aller chercher ses parts de marché parce qu'ils vont être 10 fois plus grosses que toi. Puis au Québec, je disais, je ne sais pas si on a parlé de ça, parce que je parle tellement d'affaires de stats, Frank, que... Tu sais, la situation au Québec et au Canada, il y a 50% moins d'entrepreneurs qu'il y avait il y a 20 ans au Québec. Ah ouais? Puis au Canada. On a vraiment une décroissance de l'entrepreneuriat qui s'est prononcée un petit peu plus dans les 5 dernières années. Fait que, et on a parlé de productivité. Moi, j'ai pour mon dire que, bon, si on ne crée pas du volume, il faut qu'on en crée des plus grosses. Ouais.
Tu comprends? Parce qu'à un moment donné, parce que je pense pas que le volume, on va être capable de le régler dans les 3 à 5 prochaines années. Ouais. Il y a des questions de fond, puis moi, je pense qu'il faut mettre l'entrepreneuriat beaucoup plus tôt dans notre système d'éducation, dans nos institutions postsecondaires. Nice. Pour que ça soit normal. Moi, je pense qu'il faut mettre beaucoup plus d'engrais, beaucoup plus tôt pour créer une culture entrepreneuriale ou un mindset entrepreneurial. Maintenant, on est en 2025, donc... Qu'est-ce qu'on fait en 2025? Là, il faut qu'on en fasse des plus grosses. C'est bon. On n'a pas le volume. Faisons des plus grosses. Ouais, puis là, ça revient à ton stade V. Mais là, OK, fait qu'il y a un autre... Ça, c'est... T'as le mandat, le stade V. T'as le mandat qui est sensibiliser puis comme équiper les incubateurs accélérateurs à penser plus gros puis à parler, mettons, de commercialisation globale Day One à leur startup qui passe à travers leur programme. T'as-tu un autre mandat, mettons? En fait, il y a 2 autres mandats. C'est de créer plus d'intelligence collective pour être capable de faire des recommandations. Comment on peut améliorer les choses? Plus de stats. Ben, entre autres. Non, mais c'est mais t'as raison, c'est powerful, des stats. Ben, à un moment donné, si tu veux t'améliorer, il faut que tu aies de la donnée. Exact. C'est comme d'avoir un player méta qui surveille un peu ce qui se passe puis qui te dit, yo, si tu veux te rendre là, tu vas avoir plus de chances si tu vas dans cette track-là. Ouais, puis d'être capable d'identifier les goulots d'étranglement, d'être capable de travailler avec les acteurs du milieu, de dire, OK, qu'est-ce qu'on fait? On a un goulot d'étranglement à tel endroit, y a-t-il des actions qu'on peut poser, etc. Fait qu'on a un rôle aussi d'amener cette intelligence collective-là ou de l'animer. On ne sera pas les seuls, mais de mettre en commun ce qu'on a comme data, de pousser des études. Puis le troisième, c'est de faire un brand aussi du Québec Tech. Un brand international, puis un élément de fierté de dire, OK, c'est qui nos représentants du Québec Tech? Fait qu'un jour, j'espère, là, on est très tôt, mais qu'à un moment donné, mais qu'on aille rechercher tes gens. Tu sais, comme dans SAS, là, moi, j'adore ce que tu fais. J'espère qu'on va se reparler pour tout ton réseau que tu fais avec ta gang de SAS Pass. Parce que pourquoi là-dedans? Mais il y a des entrepreneurs qui vont être des porte-étendards du Québec 100%. Tech. Puis faut qu'on s'en fasse une fierté là, de nos entrepreneurs techno. Parce que tu veux... OK, puis là, explique-moi ça comme si j'étais une carotte, là. Fait que genre... c'est un insight qu'on a dans Ça se passe. Mais... pourquoi tu veux shiner à l'international? Parce que tu veux attirer du talent et ou du capital étranger dans nos startups, mettons? Ben, ce que tu veux, c'est... Il y a des différents phénomènes qui ont été développés dans les dernières années, là, dans les 10 dernières années. Bon, des affaires qu'on ne se trouvait pas avant, c'est des tech scouts. Donc, tu as des grandes entreprises, mettons des Bosch, des BMW, etc., qui courent la planète pour aller voir des innovations. Ouais. Puis eux autres, ils font juste squatter ce qui se passe pour dire « Ah, ça pour nous autres, ça pourrait être cool. » On peut peut-être l'acheter, genre? Ben, on pourrait peut-être l'acheter ou en devenir client. Puis, ouais, c'est ça. Puis en Europe, ils sont très avancés là-dessus. Aux États-Unis aussi. Là, des fois, là, je me souviens, j'étais à Startup Fest un moment donné, il y avait le Tech Scholar de Nintendo qui était à Montréal à Startup Fest. Ah, ben oui. Lui, il fait juste ça. Lui, sa vie, c'est de regarder des technos puis de dire OK. Tu sais, puis c'est ça. Comme je te dis, il y a des Bosch, des BMW, etc. Il y en a plusieurs qui ont ça. Okay. Fait que tu veux attirer les tech scholars au Québec pour dire venez donc voir la techno qu'on a ici. Puis là, mais quand ils rentrent en interaction, mais avec qui ils parlent pour avoir accès à cette techno-là? Il y a tellement d'organismes et d'organisations qu'à un moment donné, c'est pas. Fait que nous autres, on dit on va amener cette concentration-là d'entreprises tech. Fait que quand tu es là, me dire OK, tu cherches quoi comme tech? Mais il faut qu'on soit capable de te dire voici les 15, les 10, les 5 qu'on a dans ton domaine, puis on va s'arranger que tu les rencontres. Mais là, comment tu fais pour builder ta brand de Québec Inc., Québec Tech à l'international? Tu te pognes un boot au Web Summit, Richard, ou c'est quoi tu fais? OK. Là, tu voulais me teaser, hein? C'est ça, Frank? Ouais. Moi, je suis pas un big fan de ces événements-là, pour être honnête. Tu sais, Moi, j'aime ça des affaires chirurgicales puis bien pensées. Si tu veux développer une réputation à l'international, à un moment donné, il faut que tu choisisses les gens avec qui tu sors. Puis il faut que tu choisisses l'endroit où tu sors pour être sûr de rencontrer les bonnes personnes. C'est pas juste du tourisme. Comment t'avais dit? Du tourisme de start-up. Du tourisme de start-up. Puis c'est sûr qu'on va amener un petit peu cette rigueur-là chez Québec Tech de dire OK, c'est où les événements où il faut qu'on soit vu, avec qui on sort, puis qui on veut rencontrer là-bas. Par exemple, cette année, c'est à peu près sûr qu'on va aller à Slush.
Je sais même pas c'est quoi, Richard, c'est quoi? Slush, c'est un événement en Finlande qui est un petit événement qui est organisé par des étudiants à la base, qui est devenu de réputation internationale. D'ailleurs, il va y avoir Slush à Québec le 7 mai, une journée Slush pour la première fois hors Finlande. Okay. C'est un événement en Finlande qui est à la fin novembre tout le temps, qui réunit des investisseurs et des startups early stage, puis dont le but est de connecter des investisseurs avec des startups. Ouais. Mais il faut que tu appliques pour être là. OK, fait qu'il y a comme un... il y a comme un vetting. C'est pas juste un pay-to-play. C'est pas juste genre tu sais, c'est combien... Tu sais, c'est des grosses business, les Web Summit puis les Collision, etc. Là, des business de plusieurs dizaines de millions, pour ne pas dire des centaines de millions. Fait qu'à un moment donné, c'est comme... On veut-tu être dans le bruit de l'événementiel ou on veut que nos entrepreneurs fassent de la business? Ça veut pas dire qu'on n'ira jamais à des Web Summit de ce monde ou des Vivatech ou etc. Mais quand il va, on va s'arranger pour que le Québec chaîne. T'sais, fait que là, dire, OK, s'il y a des concours de pitch ou des whatever, mais on va s'arranger pour amener des bonnes compagnies pour ramasser tout le trophée possible. Moi, je suis un gars, c'est tant qu'à y aller, on va pas aux Olympiques pour participer, mais on va aux Olympiques pour gagner. Ça veut pas dire qu'on va toutes les gagner, mais on va s'amener une équipe pour augmenter nos chances de gagner, pour faire une réputation du Québec forte. Mais là, mettons, toi, Slush, là, t'amènes des startups du Québec là-bas ou tu fais juste te pointer puis comme en mode scouter toi, mettons? Non, nous, on est vraiment notre travail, c'est d'amener nos entrepreneurs à se connecter sur l'international. Okay. Fait que si on s'en va à Slush, c'est pas pour nos besoins à nous, c'est de dire, OK, quelles sont nos entreprises qui ont besoin d'élever du cash puis qui ont des forts potentiels de croissance, de les sélectionner puis de s'arranger pour qu'il y ait toutes les meilleures tribunes possibles. Okay. Fait qu'on devient comme un facilitateur là-dedans. Fait que ça va être quoi ton KPI ou ta mesure de succès chez Québec Tech, mettons, dans 5 ou 10 ans, genre? Ben, 1, c'est le nombre d'entreprises technologiques québécoises qui exportent. Puis 2, c'est la croissance de leur chiffre d'affaires hors Québec. Hors Québec et surtout hors Canada, pour être très honnête entre toi et moi. Ouais. Parce qu'une autre statistique, là, fan de stats, désolé Frank. Mais non, c'est parfait. Mais tu sais, une autre statistique qui me préoccupe beaucoup, c'est quand on regarde depuis 2010 les startups technologiques canadiennes, le pourcentage de startups technologiques canadiennes qui ont dépassé 10 millions de chiffre d'affaires, au Québec, on représente 16 Et là, je reviens, on est 22 de la population. Fait que là, à un moment donné, si on veut créer de la richesse, mais il faut augmenter nos capacités nos capacités de commercialiser, il faut augmenter nos ventes. Pour moi, dans 5-10 ans, mettons dans 5 ans, il faut qu'on ait commencé à rattraper ce retard-là, qu'on joue plus proche du 20-22 de notre poids démographique, plus que de jouer à 16 okay. Ça va être un premier win. Puis moi, j'espère que dans 10 ans, notre BHAG, pour nous, c'est de faire du Québec tech la province canadienne qui génère le plus de scale-up. Fait que là, on part de un peu underdog par rapport aux 4, mais sauf qu'on se dit, dans 5-10 ans, là, vous allez nous regarder, vous allez dire, OK, per capita, le plus de scale-up, c'est au Québec que ça se fait. Je suis fucking down avec ça. Ça crée des belles carrières aussi. T'sais, moi, je suis tombé par hasard dans le monde des startups, puis de builder du produit numérique, en tout cas, ça m'a généré des amitiés, un sens d'appartenance. Ça crée des belles carrières. Oui, puis on va regarder la question aussi autrement, là. Tu sais, puis moi, je suis content qu'on ramène de la macroéconomie à l'écosystème startup. Là, regarde. Mais les founders n'ont pas le temps de faire ça. C'est une affaire que je pensais tantôt quand tu parlais. J'étais comme... Mais moi, c'est ma job de le faire. Ça, exact. C'est quand même un moment donné, s'il n'y a pas quelqu'un qui s'en occupe, tu sais, moi, j'aurais aimé ça, partir d'une compagnie, etc. J'ai eu des opportunités de me joindre à des groupes, mais je me dis, il faut qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe de ça. Il faut que collectivement, on soit meilleur. Puis je pense, en tout cas, je me dis, moi, je suis à l'aise dans ce rôle-là. Si je reviens à la petite stat, tu sais, écoute, pas de problème, Frank. Mais tu sais, on vient avec une stat, tu sais, 25 de la population québécoise, à partir de 2030, vont avoir 65 ans et plus. Ouais. OK? C'est problématique, ça aussi. Là. C'est un défi. Fait que là, tu te dis, OK, qu'est-ce qu'on fait? On maintient notre économie telle qu'elle ou on la modernise? Parce que là, ce qu'il va falloir, c'est qu'on a moins de gens qui travaillent. Puis on va avoir plus de gens à la retraite. Si on veut maintenir notre qualité de vie, mais ceux qui travaillent, il va falloir qu'ils génèrent pas mal plus de valeur qu'ils en font. Fait que comment on le fait? Mais tu sais, si on met plus au monde des entreprises technologiques qui vont générer des meilleurs salaires, une meilleures opportunités qui vont exporter, mais à un moment donné, on va compenser
Mais tu sais, si on continue à... J'ai rien contre les entreprises de pain, là, parce que comme je disais, j'adore le pain, mais tu sais, à un moment donné, tu sais, si on crée juste des entreprises, tu sais, qui ont des salaires minimums ou pas loin, mais ça nous permettra pas de compenser cette vieillissement de population-là. Fait qu'à un moment donné, il faut se mettre aussi à regarder comment on fait bouger ces vases communicants-là. C'est pas des silos, c'est un ensemble de tout. Se dire, OK, comment on sort de ça? T'sais? Non, c'est vraiment intéressant. Puis Francis Robichaud de Lyme Health, justement, il m'en avait parlé du mur auquel, mettons, le système de santé, plus spécifiquement, pourrait la population, le mur vers lequel la population vieillissante s'en va par rapport au système de santé. Ou le système de santé s'en va dans le mur parce qu'il va y avoir plein de personnes plus vieilles et ça va être dur de les supporter, mais il y a un penchant économique à ce que tu viens de dire qui est vraiment, vraiment intéressant. OK. Côté collecte puis visualisation de données, vous allez vous organiser comment? Avez-vous déjà du stock pas mal? Moi, j'ai comme des idées de mon bord, là, mais... Ah, écoute, si tu as des idées, ça me fera plaisir de prendre du temps parce que là, on est tous en train de s'organiser. Là, pour l'instant, on utilise une plateforme qui s'appelle Radar, qui est dans le fond alimentée par Dealroom. Puis la raison pour laquelle on est sur Dealroom, c'est que ça nous permet de se benchmarker sur d'autres villes à l'international. Exact. Parce que l'affaire qu'on veut pas au niveau des data, c'est d'avoir du data local puis qu'on n'est pas capable de connecter sur des data internationales. Fait que notre premier travail, c'est de s'assurer que nos data soient les plus justes possibles, les plus corrects possibles. C'est sûr qu'on va avoir des data on the side. Puis après ça, ces data-là, mais d'être capable de connecter avec d'autres sources de bases de données pour nous permettre de créer de l'intelligence. Pour finir, on s'en va sur notre closing. Je veux te poser une couple de questions en mitraille. Vas-y. Fait que c'est des rapides, là. Rapid fire. Good. Donne-moi un contraste entre comment tu étais comme gestionnaire, entrepreneur au début de ta carrière versus aujourd'hui. Plus posé. J'ai Toujours aussi ambitieux, mais plus posé. Qu'est-ce qui est le plus tough à propos de travailler avec toi? J'ai pas une langue de bois. Mais je suis super easy-going à travailler, by the way. Mais je suis très focus. OK. Très focus. On sait où on s'en va. C'est comme... je suis pas dans l'animation. Là. Moi, je suis un gars de résultat. Comment tu vas faire pour employer du monde qui sont capables de bien comprendre, mais de bien aider nos startups au sein de ton équipe de Québec Tech? L'équipe de Québec Tech est là pour faire rouler la machine. Okay. Donc, c'est très important de faire ça. Moi, je cherche du monde qui ont le goût d'embarquer dans la mission qu'on a puis dans la vision qu'on a. Parfait. Moi, c'est ça qui est important. C'est comme... Tu viens pas chercher une job à Québec Tech. Tu viens embrasser une mission de dire, nous autres, on change le Québec actuellement. Puis tu as le goût d'embarquer là-dedans. Qu'est-ce qui est le plus tough dans l'organisation en ce moment? Toute la transition. On est comme une start-up dans une organisation qui existait. Fait que, il a fallu qu'on transforme toute l'organisation actuelle pour l'adapter à Québec Tech. Puis là, maintenant, on est en déploiement. Puis toutes les choses qu'on fait, c'est pour la première fois souvent. Puis on a beaucoup de choses. Les attentes sont très élevées. Fait que des fois, il faut gérer les attentes avec les gens. Dire, hey, on est en train de tout faire ça, là, mais on n'est pas mature, même si Startup Montréal existe depuis 25 ans. Ça ne veut pas dire qu'on est rendu là, parce que c'est une offre de service qu'on a basculé complètement. Qu'est-ce qui est le plus fun? Le défi, stimulant. Tu sais, même on s'est partagé des statistiques pas très réjouissantes. Pour moi, je vois ça comme des opportunités. Absolument. On peut juste être meilleur. Fait que je trouve ça cool d'être là. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour rendre SaaSposs plus utile pour l'écosystème tech au Québec ou pour Québec Tech? C'est un bon réseau. Moi, j'adore ce que vous faites, les initiatives que vous avez commencé à faire, les démodés, les podcasts, les tribunes, etc. Parce qu'on a besoin de parler plus d'entrepreneurs technologiques au Québec, de mettre à l'avant-plan ces gens-là, de faire en sorte qu'on trouve des moyens que ces gens-là se réinvestissent, viennent en aider d'autres. La communauté que tu me parlais tantôt, pour moi, c'est génial. Québec Tech ne changera pas le Québec tout seul. Tu sais, nous, on lance un mouvement de mobilisation pour dire « Hey, la gang, il faut qu'on soit meilleurs ensemble. » C'est pas Québec contre Montréal, puis le Saguenay contre... Des fois, on est dans des guerres de petits clochers ici. C'est comme, hey, montons l'hélicoptère un peu, là, parce que quand on se regarde par rapport à ce qui se fait ailleurs, surtout dans le domaine des technologiques, la compétition n'est pas ici. La compétition est ailleurs. Fait qu'il faut qu'ensemble, on devienne meilleurs. Puis quand chacun amène ses morceaux comme toi, tu le fais, avec ta gang, mais c'est un morceau de plus. Fait que pour nous autres, ça veut dire, OK, ça va dans le bon sens. Moi, j'ai pas envie de j'essaie comment je peux te donner plus d'oxygène dans ce que tu fais,
plus que l'inverse de te freiner. Puis des fois, nous autres, on se fait des crocs en jambes de petites organisations. On disait, hey, ça, c'est mon turf. Hey, arrête, là. Regarde. C'est pas un zero-sum game. C'est pas un zero-sum game. Puis quand un gagne, ça lève la flotte. Il y a une personne qu'on a fait accès, qui a demandé, Geneviève, que je salue, Geneviève Leclerc, de la directrice d'accès. On parlait de toute la vision derrière tout ça, puis elle me dit, mais c'est comme la marée qui monte. Quand la marée monte, tous les bateaux montent. Oh, et rising tide lifts all boats. Fait que nous autres, on provoque la marée. Et voilà. Poséidon. T'es Poséidon, dans le fond, Richard. Pour finir, j'ai 2 questions. Axe C, c'est quoi le genre de deadline ou de next steps par rapport à cet espace-là? Vous êtes rendu où avec ça? L'espace est en construction actuellement, donc ouverture prévue au printemps. Okay. Donc, on est tout proche, là. On a hâte d'ouvrir. Parfait, t'as mon courriel pour l'invitation. Puis, pour finir, t'as-tu des shameless plugs, des jobs ouverts du monde, tu veux rencontrer, quelque chose à promote, n'importe quoi? Non, pas de job. Notre équipe est pas mal complète. On est pas mal contents. Mais moi, c'est le Québec Inc. S'il y a du Québec Inc. qui nous écoute, des gens là, qui sont là et qui ont réussi, c'est de faire un peu comme tu le fais avec Ça se passe, etc. Rentrer dans le mouvement. Il faut qu'on devienne meilleur. Puis actuellement, il y a une portion de la société, du monde privé, qui n'est pas assez investie dans notre écosystème d'innovation et d'entrepreneuriat. Fait qu'on a besoin de les avoir plus. Ailleurs, ce qu'on voit en Europe ou ce qu'on remarque aux États-Unis sont beaucoup plus présents. Au Québec, on est beaucoup moins présent. C'est une dernière stat. Ouais. Il va te donner, juste pour illustrer à quel point ils sont moins présents, on parlait d'investissement tantôt. Ouais. Deloitte a fait une étude pour voir le nombre de compagnies qui ont 1 milliard et plus qui réinvestissent en CVC, Corporate Venture. Aux États-Unis, 40% des entreprises qui font plus d'1 milliard de chiffre d'affaires ont un CVC. OK. Au Canada, c'est moins de 5%. Esti, Fait que tu sais, quand je dis là, que le privé, il faut qu'on trouve une façon de le réimpliquer, ça, là, cette statistique-là, pour moi, elle frappe. Ça veut dire qu'ils sont complètement absents. Ou presque. Ben moi, j'en ai une statistique pour toi, Richard. Vas-y. J'ai apprécié 100% de notre entretien. Merci Frank. What's up, folks? Donc, comme vous savez, je parle avec des centaines de professionnels SaaS par année. Puis chaque semaine, maintenant, j'écris sur un thème clé qui m'excite ou qui me trigger. L'infolette, ça se passe, c'est le recul hebdo pour prendre les meilleures décisions côté compagnie ou carrière. Management, produits, commercialisation, je couvre tout ça et plus avec des histoires vraies puis des exemples concrets. Tu peux t'abonner sur notre homepage, il y a un pop-up, ou directement au saspace.beehive.com ou rentre ça dans Google. All right? Cheers! Félicitations, vous vous êtes rendus jusqu'à la fin de l'épisode et vous méritez maintenant l'outro custom de Frank. J'ai une coupe de call to action. Ça se passe, c'est une business d'amour. On met de l'effort, de l'énergie, de l'argent aussi. Si vous voulez nous aider, il y a un paquet de trucs que vous pouvez faire. First, on investit beaucoup dans l'infolettre. Donc, chaque semaine, je fais des éditoriales où est-ce que je creuse dans un sujet puis je me gêne pas de dire les choses comme elles sont. Vous pouvez vous abonner sur le site web, saspace.com, il y a l'onglet infolettre, puis il y a aussi la call to action box à la fin de la page d'accueil. Donc, checkez ça. Sinon, si vous avez un SaaS au Québec, vous pouvez l'inscrire à notre index. Saspace.com, il y a un gros bouton mauve ajouter votre SaaS. Il y en a plus de 300. Si vous suivez pas déjà le pod, allez le faire sur Spotify, Apple Podcasts, sur YouTube. Puis si vous pouvez nous laisser un review, ce serait vraiment smart. Ça nous aide à être plus découverts. On a un job board aussi. Si vous voulez poster une job ou trouver une job en SaaS au Québec, saspace.com/emploi avec un S. Un gros merci à tous nos partenaires certifiés qui financent et supportent beaucoup Ça se passe. Vous avez Léviat Légal pour tout ce qui est avocat, droit, besoin dans ce genre-là. Le Chiffre pour finance, fiscalité, comptabilité. Baseline pour tout ce qui est accompagnement en AI. Vous avez Coveo, un employeur certifié qui offre des carrières de feu dans un scale-up. Fait que merci à ce monde-là, encore une fois. On fait aussi des événements en présentiel très cool, souvent presque tout le temps sold out. Vous pouvez nous suivre sur Eventbrite pour être au courant de ça, ou on en parle sur le pod aussi. Et puis finalement, last but not least, suivez-nous sur les socials, donc LinkedIn, Instagram. C'est là qu'on poste toutes les nouvelles sur la compagnie, mais le nouveau content qu'on fait aussi au niveau du pod, des events, etc. Fait que c'est ça. Merci d'avoir écouté jusqu'à là. Cheers! Il me semble qu'on est quand même plus facile